Bonjour et bienvenue au WebTech SCS sur la pénurie de semi-conducteurs. On accueille les participants, merci de patienter quelques minutes. Bonjour et bienvenue au WebTech SCS sur la pénurie de semi-conducteurs et notamment on va aborder le sujet de la stratégie d'approvisionnement. Donc je vais démarrer, je vois que vous vous connectez doucement, mais on va quand même démarrer parce qu'on a la chance d'avoir un parterre de speakers aujourd'hui assez important. Alors, on a voulu effectivement traiter ce sujet sur la pénurie de semi-conducteurs après une grosse année sans avoir traité ce sujet formellement en tout cas. On l'avait traité lors du groupe de travail microélectronique, c'était en mai, il me semble, 2021, si ma mémoire est bonne, avec quelques acteurs de la filière microélectronique qui sont sur le territoire. Et elle était annoncée, cette pénurie, pour 2 ans, en tout cas par Gartner, avec un retour à la normale au deuxième trimestre 2022. Nous sommes au deuxième trimestre 2022 et elle n'a pas lieu. Ce retour n'a pas lieu. La crise géopolitique s'est aussi ajoutée à cette situation inédite provoquée par la pandémie Covid-19. Donc les entreprises de la filière électronique et notamment les chaînes d'approvisionnement sont bouleversées, et ce, dans le monde entier. Et donc, du coup, vous allez écouter plusieurs acteurs du territoire qui vont témoigner sur l'impact de ces crises sur leur business, sur leur structure, mais aussi sur l'approvisionnement des matières premières et notamment des composants. Et on a la chance, bien sûr, d'avoir différents acteurs du territoire, mais aussi un autre acteur national qui représente toutes les entreprises du secteur de l'électronique, le président de Axiel, Alliance électronique, la fédération des entreprises de l'électronique, qui s'est connecté par contre par téléphone. Petit souci pour se connecter avec la webcam, mais il est là avec nous. Stéphane Martinez, vous êtes bien là, vous me confirmez? Je suis bien là, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais partager juste, vous donner un petit aperçu juste là de l'agenda et de qui est avec nous. Donc, je rappelle que les micros sont coupés. Vous pouvez poser vos questions, elles sont bienvenues dans le module questions que vous trouverez sur votre menu du GoToWebinar. Cette session est enregistrée, elle sera disponible en replay dans quelques jours. Et nous vous donnerons bien sûr les coordonnées des différents speakers si vous le souhaitez à la fin. Vous avez aussi un petit questionnaire à la fin du webinaire qui s'affichera dans la seconde où vous quittez le webinaire si vous voulez bien le répondre. Ça nous est toujours très utile. Donc voilà, donc nous avons la chance d'avoir plusieurs sujets ce matin. On va avoir donc NeoWave qui va s'exprimer sur les différents besoins et les différents problèmes rencontrés pour développer ces clés USB sécurisées. On a IC Alps, une entreprise grenobloise, peut-être bientôt dans la région, on verra, qui présentera un constat de cette pénurie de semi-conducteurs sur son business et finalement une opportunité peut-être aussi avec les ASIC. Donc il y a des mauvaises nouvelles, mais à court terme, il peut y en avoir aussi des plus bonnes et des opportunités à moyen ou long terme. On aura ensuite SPS qui partagera avec nous sa restructuration, sa réflexion et sa mise en place de nouveaux process et d'une nouvelle stratégie pour l'approvisionnement et notamment auprès des fournisseurs. Nous aurons ensuite la position des fabricants de cartes électroniques avec Electroni, Charles Palanca, qui est donc directeur de l'UIMM Côte d'Azur, mais aussi président donc, de Electroni. Et puis ensuite, une conclusion par Stéphane Martinez, que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui est par téléphone, donc qui représente Axiel Alliance électronique et qui est aussi accessoirement, j'allais dire, président de ST Microélectronique à Tours. Et la session questions-réponses, bien sûr,
Elle sera large, elle sera plus longue que d'habitude. Et je vous invite vivement à poser vos questions, donc par écrit, dans le module questions, et nous les traiterons dans la mesure du possible. Voilà. Je voulais juste faire un petit aperçu aussi sur les publications, les actions du pôle SCS sur la microélectronique. On en fait régulièrement. Je donne un petit peu de visibilité parce que tout le monde ne sait pas que nous réalisons tous les trimestres un observatoire du numérique en région sud, avec notamment un focus sur la microélectronique, donc ça peut vous intéresser. C'est un document qui est publié donc tous les trimestres, qui est téléchargeable sur notre site dans la section publication. Je pourrais aller sur le site web éventuellement vous montrer où c'est, sinon vous nous contactez pour le recevoir. Et c'est un document qui relate les tendances sur la microélectronique et par rapport à suite à des interviews auprès de nos acteurs. Vous voyez ici, on a aussi cartographié finement les différents acteurs de la microélectronique sur les chaînes de valeur. Et donc cet observatoire permet de sonder je dirais le sentiment, les actions, les pain points, comme disent les Anglais, hein, les points de douleur, les enjeux à moyen ou long terme, de manière à pouvoir voilà, réagir ou éventuellement ajuster aussi les actions de SCS pour soutenir nos membres. Alors, nos intervenants, vous le voyez ici, donc nous avons Stéphane Martinez, je le dis, donc président de Axiel qui est au téléphone, Bruno Bernard, donc CEO de NeoWave, que vous voyez à l'écran, Fabrice Siracusa, business manager, j'espère que je n'ai pas fait de bêtises, de IC Alps, Audrey Jimenez, responsable supply chain de IC Alps, donc 2 personnes pour IC Alps, Guillaume Fressigne, responsable achat de SPS Ingroup, Charles Palanca, donc vice-président de l'UIMM Côte d'Azur et président de Electronic, et Jean-Louis Lazari, le modérateur pour cette session. Alors, Jean-Louis, si je vais arrêter le partage d'écran, si tu veux prendre la parole pour démarrer avec effectivement Bruno Bernard, donc CEO de NeoWave. Oui. Bonjour à tous. Fabienne, je vais quand même un peu dire quelques mots. J'ai de la charge, si vous m'entendez bien, d'être le modérateur. Alors, ça peut paraître curieux qu'un chercheur CNRS soit modérateur d'un tel panel. Aujourd'hui, il faut expliquer peut-être un petit peu pourquoi. En fait, je suis, on va dire, un chercheur impliqué et la raison est que j'étais parmi de nombreuses personnes fondateurs du Centre intégré de microélectronique en PACA et les plateformes qu'aujourd'hui animent le pôle ECS. Et puis de l'association ARC6, qui était d'ailleurs une association membre d'Axiel pendant très longtemps. ARC6 était en charge de la gouvernance de ces plateformes de Simpaka. Et puis je suis également, alors je ne vais pas dire le mot fondateur, mais initiateur de la fondation du pôle solutions communicantes sécurisées qui nous accueille aujourd'hui. Donc Fabienne, tu l'as rappelé, c'est la 2e fois qu'on fait ce genre de table ronde et de journée d'échange. On l'a fait à l'occasion du groupe de travail microélectronique qu'anime le pôle ECS il y a 1 an de cela, en pleine crise sanitaire et de restriction du Covid. Aujourd'hui, Fabienne a eu l'idée parce qu'on a trouvé ça extrêmement pertinent de renouveler ce genre de table ronde, parce que la situation a changé en 1 an et elle est appelée à se poursuivre. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, hein, personne n'est Madame Soleil pour dire l'avenir, mais ce type de table ronde, on peut je pense pertinent de le réitérer annuellement avec un certain nombre d'acteurs de la filière. Alors, moi, ce mot pénurie des semi-conducteurs, je l'aime pas trop. C'est un peu un mot de journaliste parce qu'en fait, c'est une pénurie sur toute la chaîne de valeur de la microélectronique. Hein. Ça peut partir du silicium jusqu'aux composants et aux circuits délivrés aux clients. Ça impacte non seulement les clients finaux, mais ça impacte toute la filière elle-même, puisque y compris les équipementiers
ont des manques de composants et ne peuvent pas fournir pour réparer un certain nombre de machines de la microélectronique elle-même. Alors, il y a des effets, et ça, je pense que c'est un des points importants que l'ensemble des participants aujourd'hui vont peut-être détailler, nous instruire, c'est qu'il y a des effets à la fois multi-échelle. La microélectronique, l'électronique aujourd'hui, elle est mondialisée. Il ne faut pas se cacher. On va un peu, pour des questions de souveraineté, remettre des fabs. Vous avez tous entendu l'annonce Global Foundry ST Micro là sur Grenoble ou Intel et autres, Bosch. Mais on ne va pas tout relocaliser cette chaîne de valeur et d'approvisionnement. Ça, c'est illusoire. Donc, cette microélectronique, elle est multi-échelle au niveau mondial. Et puis, elle est aussi multitemporelle. C'est-à-dire qu'il y a des effets. Il y a des effets à la fois court terme. Et là, un certain nombre d'acteurs comme Bruno Bernard de NeoWave pourra témoigner, des effets court terme, où c'est lié au cycle de la microélectronique. La microélectronique a des effets, alors ce que j'appelle court terme, c'est des effets 2, 3 mois, 1 an, où on voit sur certains secteurs de certains produits, par exemple des produits grand public, des retraits de commandes, des annulations de commandes, certains stocks, sur d'autres produits, au contraire, une réelle pénurie. Et selon les typologies d'acteurs, que ce soit des fournisseurs, des fondeurs, des intégrateurs, les situations sont très différentes. Les situations sont très différentes par rapport à cette problématique de la supply chain. Alors évidemment, il y a des grands acteurs qui s'en sortent bien, TSMC, pour pas le nommer, qui n'ont pas de problématique de mettre faire du stock sur certaines typologies, certains types de produits. Donc, selon les produits et selon les acteurs, on a des effets à court terme, on a des effets à moyen terme, et c'est ce que disait Fabienne. L'effet moyen terme, c'est la crise sanitaire, ça on l'a vécu, mais on la vit encore. Impact sur les transports, évidemment, et l'approvisionnement. Les avions ne volaient plus, entre autres. Des effets, moyen terme, parce qu'il y a cette crise géopolitique et la guerre en Ukraine. Personne ne souhaite que la guerre en Ukraine se prolonge, mais c'est un effet moyen terme avec comme impact long terme, enfin moyen terme, long terme, une crise énergétique. On le ressent tous. Particuliers, consommateurs et industriels, enfin toute la société le ressent. Crise énergétique, et peut-être dans le futur se dessine une crise sur l'approvisionnement des matières premières. Je rappelle 50 éléments chimiques dans un téléphone portable et la transformation des matières premières. Donc, ces effets-là à long terme sont à prendre de façon différente avec les effets et les impacts court terme. Voilà, alors donc on va commencer avec Bruno Bernard, qui est CEO de NeoWave, qui est une de nos, je dirais plus pépites maintenant, success story en région sud. Est-ce que, Bruno, tu pourrais présenter NeoWave, les produits, les cartes, et tes problématiques en matière d'approvisionnement de circuits que tu as du reste, là je fais un petit peu de pub, signalé au dernier Micro Innovation Day, Micro Innovation Day 2, qu'organise le pôle SCS. Et tu t'es adressé à ce moment-là d'ailleurs à tous les fondeurs présents, à ST, il y avait NXP dans la salle, Microchip, etc. en leur disant, voilà, moi j'ai des problèmes d'approvisionnement immédiat. Bruno. Oui, bon, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis le président fondateur de NeoWave. Donc NeoWave, on fait des dispositifs d'authentification forte. Donc donc on a 3 grandes familles de produits. On fait des produits à base de certificats, donc produits clés USB, carte à puce. On fait des produits qui répondent à nos standards d'authentification qui s'appellent FIDO. Donc ça soit également sur des formats carte à puce ou des formats clés USB. Donc on a une offre assez complète en USB-A, USB-C, produits NFC, produits à contact, etc. Et comme dans les 2 familles précédentes, on a des
des cartes à puce, on vend des lecteurs cartes à puce, donc on a aussi une gamme de lecteurs cartes à puce à contact, NFC et Bluetooth. Voilà ce qu'on fait. Donc nous, tous nos produits utilisent des composants électroniques, hein, donc c'est vraiment le cœur de notre métier. Et chaque composant, c'est compliqué, très compliqué. Donc aujourd'hui, on vit, je ne vais pas répéter ce que tout le monde sait maintenant, une situation absolument inédite, avec des délais qui sont complètement fous et des prix qui ne cessent d'augmenter, y compris sur des commandes qui sont passées et qui ne sont pas livrées. Les prix augmentent successivement dans la durée. Bon, donc ça, la plupart des gens qui sont là le savent, donc je vais pas en rajouter plus que ça. Mais cette situation-là, je sais qu'elle a mené certains de nos confrères à la mort. Ça aurait pu nous amener à la mort aussi. On s'en est sorti, mais c'est une situation extrêmement compliquée pour une petite société comme la nôtre. Nous, on est une dizaine de personnes. Aujourd'hui, on vit que sur la vente de nos produits. Et lorsqu'on livre plus de produits, on ne facture plus et on ne vit plus. Donc, situation vraiment inédite. Alors après, qu'est-ce qu'on a fait, nous, et qu'est-ce qu'on fait? Parce que la situation, malheureusement, n'est pas terminée. Donc, effectivement, on nous a annoncé une fin de crise. On commence à voir quand même un petit peu des choses qui s'améliorent. Voilà, il y a des signes qui nous font penser que peut-être on voit la petite lumière au bout du tunnel. Alors, on ne sait pas encore combien de kilomètres il y a à franchir, mais bon, il faut garder espoir de toute façon. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que, passé la colère, je dirais, on s'est mis autour de la table avec les fabricants de semi-conducteurs et on a accepté leurs conditions d'augmentation tarifaire. On est rentré, pour certaines, dans des programmes spécifiques qu'ils ont mis en place d'engagement dans la durée, etc., ce qui nous a permis de pouvoir bénéficier et d'être livrés. Puis, ce qu'on a fait aussi, qui a été possible, puisqu'on avait un design, un développement qui était fait de notre côté et qui a été possible aussi parce qu'on est une petite société qui est très agile, c'est qu'on a second sourcé dès que possible et le plus possible nos produits. Et on a travaillé non pas avec un fabricant de semi-conducteurs, un microcontrôleur qu'on utilise sur nos produits, mais quasiment sur tous nos produits, on a une double source et on arrive à jongler entre l'un et l'autre. Alors, ça pose tout un tas de problèmes parce qu'effectivement, au niveau de la prod, il faut gérer deux bombes, il faut gérer des composants, etc. Mais c'est ce qui nous a permis de traverser la tempête, c'est-à-dire de pouvoir gérer et jouer avec différents types de fournisseurs de semi-conducteurs sur les composants essentiels pour nous qui sont des microcontrôleurs. Voilà. Alors après, ce que je tiens à dire, c'est que la pénurie, nous, on la voit beaucoup sur les microcontrôleurs, qui sont nos principaux composants sur nos produits. Sur les composants passifs, on a beaucoup moins de problèmes. Sur les composants passifs, on arrive à être sourcé dans des délais raisonnables. Vraiment, pour nous, c'est 3 fabricants, microcontrôleurs, qui sont nos principaux fabricants, qui nous ont créé beaucoup de perturbations. Mais discussion avec eux, acceptation de leurs conditions. Bon, ça ne fait pas toujours plaisir, mais on n'a pas le choix. On a toujours le choix, mais si on veut continuer à être livré, il faut accepter leurs conditions. Positionner des commandes très tôt en amont, donc avoir toujours un flux de commandes dans le pipe qui soit positionné très en amont, c'est-à-dire anticiper le plus possible les besoins et travailler sur des perspectives de temps qui sont relativement longues, ce qui est compliqué pour des petites boîtes comme nous, mais nous n'avons pas eu le choix que de faire ça. Voilà. Merci Bruno. Je prends juste la parole pour dire que tu as respecté le timing, c'est parfait. Je rappelle que vous avez 7 minutes chacun parce qu'on a pris un petit peu de retard. Et donc, Jean-Louis, je propose qu'on passe peut-être à IC Alps, qui produit des on passe à IC Alps. Je pense que Fabrice Siracusa peut présenter IC Alps brièvement quand même. Oui. Mais Fabrice et Audrey, je crois.
Vous êtes business manager chez IC Alps. Tout à fait. Bonjour à tous. Jean-Louis, Bon. Fabienne, merci. Effectivement, je suis Fabrice Siracusa, je suis business manager chez IC Alps. Juste après moi, Audrey prendra la parole. Audrey Jimenez, qui est responsable de la partie supply chain chez IC Alps également. Alors, chez IC Alps, on conçoit des ASIC, c'est-à-dire des systèmes on chip ou tout simplement des circuits sur mesure pour nos clients. Il faut savoir qu'on est certifié sur les standards les plus exigeants du marché, donc ISO 9001 évidemment, ISO 13485 pour la partie médicale, EN 9100 pour la partie 1000 aéro, et on travaille actuellement sur le 26262 pour la partie automotive. On est une entreprise qui compte un peu plus de 45 salariés, comme le disait Fabien tout à l'heure, qui est basée à Grenoble. On a une présence commerciale dans le sud, en fait, dont je suis en charge. Alors pourquoi on est là aujourd'hui? Tout simplement pour parler de la pénurie des semi-conducteurs, mais parce que au-delà de ce qu'on peut faire sur la partie conception d'un ASIC, c'est-à-dire design d'IP, intégration d'IP, du front-end, du back-end, on propose également à nos clients de prendre en charge en fait toute la vie du produit. C'est-à-dire qu'après la phase de conception, on va devenir l'interlocuteur unique du client et on va gérer pour lui toute la partie prototypage, caractérisation, indus, production, mise en boîtier et test, de manière à ce que le client puisse avoir en fait dans les mains à la fin du projet, puisse avoir son circuit dans les mains qui est 100% fonctionnel. Pour ça, on travaille bien entendu avec les acteurs principaux du semi-conducteur, TSMC, SMIC, X-FAB, Global Foundry ou encore ST Microelectronics. Alors, Audrey, comme je disais, elle va vous parler de l'expérience en fait qu'on a et du constat qu'on peut faire actuellement par rapport à ces problèmes de chaîne d'approvisionnement. Et ensuite, moi, je vous présenterai très rapidement quelques exemples et quelques sollicitations qu'on a eues et justement et comment l'ASIC peut représenter une alternative par rapport à tout ça. Audrey, si tu veux bien prendre la main. Merci Fabrice. Bonjour à tous. Merci pour l'accueil dans ce webinaire d'actualité. Je vous entendais, Bruno, parler de votre difficulté d'approvisionnement et j'avais une pensée pour vous dans cette situation compliquée après un échange avec un fournisseur qui nous disait qu'en parallèle de ça, nécessairement, il y avait une explosion du coût de la contrefaçon du composant électronique et que l'approvisionnement était d'autant plus complexifié par ce marché parallèle qui venait toucher la qualité des produits et mettait en péril encore plus les lignes de fabrication. Voilà, c'était une petite aparté parce que pour notre cas, on parlera peu de problèmes d'approvisionnement de composants puisque notre travail, comme le disait Fabrice, c'est d'un point de vue supply chain de mettre en fabrication des circuits sur mesure qui ont été développés chez nous. Donc, ce que je vous proposais de partager aujourd'hui, c'est plus la pénurie de manufacturing telle qu'elle est perçue par IC Alps dans un certain périmètre, qu'on a vu arriver du fait de la consommation d'électronique amplifiée par la crise Covid, les retards de production qu'on a vécu notamment en 2020, et puis en parallèle d'une accumulation de stocks énormes dans différents cadres de défiance, qui je crois a commencé avec la relation sino-américaine, mais qui s'est amplifiée avec la problématique Covid. Et puis en parallèle, on est dans un monde qui avance avec une 5G très consommatrice d'électronique, des voitures électriques aussi très consommatrices, l'explosion de l'IoT, tous ces marchés qu'on sert et qu'on voit demander du volume et qui a amené encore une nouvelle défiance face à la pénurie elle-même qui poussait les parties prenantes à stocker énormément. Donc la fabrication a été amplifiée et une grosse pression qui a été mise en demande du fait de toutes ces raisons et peut-être d'autres que je n'ai pas en tête. Et l'amélioration qui est perçue aujourd'hui semble peut-être être la stabilisation de la situation tout simplement et de sa gestion par les acteurs. On a eu une boulimie de stockage qui s'apaise un petit peu et puis une stabilisation de cette demande qui reste très 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 forte et bien au-delà des capacités de production mondiales, mais qui commence à être gérée de manière un petit peu plus stable par les fournisseurs et par les clients qui sont en demande. Donc, ce que je voulais illustrer aujourd'hui, c'est qu'on a une demande qui a formé pratiquement un front ascendant. Et la question qu'on peut se poser, c'est
pourquoi face à l'augmentation frontale de cette demande, on n'a pas eu une offre qui suivait sur un marché qui est très rentable. Donc pourquoi l'offre n'a pas suivi? Ça peut paraître une évidence, mais est-ce qu'elles sont vraiment réfléchies? Je les propose sous cette forme-là. L'inertie de l'augmentation de capacité chez les fournisseurs, donc je parle des fonderies, des OSAT, de tous ces acteurs manufacturing, elle vient notamment des décisions stratégiques qui doivent être prises, donc qui demandent déjà un temps d'implémentation très considérable. Si vous voulez augmenter les capacités des fonderies et des maisons d'assemblage et de test, ça demande un certain temps pour les implémenter, mais en plus, les décisions en elles-mêmes doivent être prises dans un niveau d'incertitude qui a été nommé, qui est énorme. Il ne s'agirait pas d'augmenter les capacités de manière très très considérable et de se retrouver une fois implémenté avec un marché qui a décru. Donc le niveau de cette bulle et la durée sont trop inconnus pour pouvoir avoir une capacité déjà d'un point de vue décision stratégique qui suivent. Mais en plus, on a des partenaires comme les OSAT. OSAT, c'est les maisons d'assemblage et de test. On a des leaders asiatiques bien connus qui nous parlent, et on a entendu ce problème d'approvisionnement en équipement. Ils ont souvent des étages vides qui sont construits à l'avance pour pouvoir faire face aux augmentations de demande. Mais là, le problème, c'est que ces étages restent vides parce que les équipements eux-mêmes pour produire demandent de la puce électronique qui est en rupture. Donc le serpent se mord la queue. Au-delà de ça, on a la disponibilité des talents en Asie, mais plutôt même en Europe et aux États-Unis. C'est la guerre pour trouver les bonnes personnes pour faire fonctionner ces sites et ces équipements. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a peut-être une remarque très positive à faire sur la prise de conscience européenne de ses limites en termes de présence manufacturing. Je trouve que c'est un bon parallèle de ce qui s'est passé sur les vaccins et toute l'industrie pharmaceutique. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup outsourcé et déplacé ce manufacturing hors de notre territoire et que notre souveraineté était affectée. C'est un petit peu la même chose qui est en train de se produire sur le semi-conducteur. On a vu l'Europe Chip Act et tout ce qui est mis en place pour augmenter les capacités, la présence manufacturing mondiale de l'Europe. Alors certes, quel est le volume que ça adresse? Le volume qui augmente de manière très considérable et qui continuera d'augmenter selon les différentes prévisions sur ces prochaines années ne pourra pas être adressé au prorata par l'augmentation de capacité. Mais tout de même, il y a une démarche qui est faite. Et puis nous, en tant que PME, on a envie de dire, mettons en ligne aussi les établissements moins gros que les gros acteurs européens, parce qu'on est un écosystème qui fonctionne par les gros et les petits associés. Et voilà, on voit une démarche très positive et qui doit continuer à non seulement s'amplifier, mais en plus ramener tous les acteurs dans la dynamique. Voilà, donc notre métier est impacté par cette pénurie de différentes façons. On avait une stabilité dans les fonderies, vous commandiez des wafers, il y avait un certain coût par plaque en fonction des volumes qui avait tendance à s'éroder. On savait même à peu près les pourcentages d'érosion annuelle, donc même avec une cotation d'il y a 3 ans, on savait sur des technologies matures très très bien faire des projections de coûts. Aujourd'hui, on est obligé de s'attendre à tout, de refaire des demandes de cotation systématiques. On a des augmentations définitives ou temporaires de coûts chez à peu près tous les fondeurs, qui sont des décisions unilatérales et qui s'appliquent à nos clients qui les mettent dans certaines situations, dont parlait notamment Bruno un peu avant, et sur les clients finaux. Donc le marché se contraint dès sa source. Mais voilà, donc là où on avait des décisions qui étaient essentiellement techniques et potentiellement drivées par le coût, on a aussi une mise à jour de notre fonctionnement en prenant l'aspect sourcing comme critère de choix peut-être beaucoup plus considérablement qu'avant. Voilà, donc le design lui-même est impacté. Je finirai peut-être par l'exemple que vous devez connaître des substrats BGA, qui est une sorte d'assemblage de nos produits, de nos circuits intégrés. Aujourd'hui, on essaye de trouver des solutions alternatives, surtout sur les besoins en volume,
à des opérations qui sont des goulots d'étranglement énormes au niveau mondial. Même si, petite conséquence positive à tout ça, des OSAT comme ASE ont toujours voulu les gros volumes en frontal et devaient passer par des agrégateurs, les petits interlocuteurs passaient par des agrégateurs pour remonter jusqu'à eux. Aujourd'hui, le gruyère est bien compact, mais il y a encore des trous dedans, et donc on a des filières de business qui s'ouvrent sur des gros acteurs pour des petits moyens volumes qui leur permettent de remplir les trous et qui offrent des opportunités intéressantes du coup aux plus petits acteurs ou aux plus petits volumes en tout cas. Voilà le monde qui change d'un point de vue supply chain. Une petite question quand même à Fabrice Siracusa, un peu pour une touche optimiste. Est-ce qu'il y a des solutions via le produit? Est-ce que Nasix, par exemple, versus fait du FPGA, Nasix à façon a un intérêt pour vos clients, les fabricants de cartes, et en matière, ça pose des problématiques en matière de propriété intellectuelle et plein d'aspects, et puis de développement. Peut-être c'est pas du court terme. Qu'est-ce que vous pouvez nous... Alors, effectivement, on a vu des opportunités se créer justement avec cette crise, parce qu'au départ, l'ASIC était synonyme de vraiment de performance, enfin il est toujours, hein, c'est synonyme de recherche de performance, c'est-à-dire on réduit la taille, la conso, ou encore réaliser vraiment une économie d'échelle sur les volumes. Et depuis quelques mois, on a des nouveaux profils de clients qui apparaissent et qui, comme beaucoup, en fait, ont des problèmes d'approvisionnement et qui sont à la recherche de solutions alternatives. Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis du sourcing, du manufacturing et des chaînes d'appro standards, IDM, distributeurs et tout ce qu'on a décrit précédemment. Alors, du coup, aujourd'hui, ils viennent chercher une solution avec l'ASIC. Ils cherchent quoi? Ils cherchent une source d'appro plus réactive, avec aussi des durées de vie plus longues, notamment avec des fins de vie de composants qui seront mieux maîtrisées, et aussi d'anticiper de nouvelles crises et être moins vulnérable en fait face à des crises qui pourraient arriver qu'on n'a pas forcément anticipé aujourd'hui. Du coup, on a des clients qui remettent un petit peu en cause leur stratégie make or buy, je dirais, et qui sont en train de réfléchir et même qui ont commencé à passer d'une stratégie buy à une stratégie make, et qui viennent nous voir. Je vous cite quelques exemples. On a, dans les FPGA, justement, vous en parliez, on a développé un ASIC qui embarque en fait une matrice iFPGA. Du coup, le but pour le client, c'est quoi? C'est d'avoir son propre FPGA et donc de gérer l'approvisionnement, gérer l'obsolescence. Et vraiment, c'est un FPGA comme il pourrait le trouver dans le commerce, mais par contre, avec une chaîne totalement indépendante des fabricants, je dirais, traditionnels. Dans les cartes à puce aussi, on est sollicité par des clients notamment un client qui souhaite développer en fait sa propre carte à puce, notamment développer une plateforme qui va être mutualisée sur différents produits. Du coup, au-delà de l'indépendance vis-à-vis de la fabrication des distributeurs, en fait, il cherche vraiment à réaliser une économie d'échelle autour de sa carte à puce. Encore très rapidement, sur les drivers LED, on a une évolution qui est en train d'arriver, et du coup, les clients, au lieu d'aller acheter, je dirais, le nouveau composant qui va sortir sur étagère, se disent, voilà, pourquoi pas travailler sur un ASIC, du coup, récupérer toute la propriété intellectuelle et vraiment maîtriser en fait le produit, récupérer cette API, et en plus, pardon, je crois qu'il y avait, excusez-moi, j'ai un peu d'écho, je pensais que quelqu'un avait pris la parole. Et donc, du coup, maîtriser toute la partie développement, récupérer la propriété intellectuelle et bien entendu pouvoir basculer sur une chaîne complètement différente. Dernier élément, les équipementiers automobiles. On a traditionnellement, c'est plutôt des entreprises qui vont maîtriser en fait la partie soft. Ils maîtrisent leur appli, ils maîtrisent le soft, mais ils réfléchissent également à la possibilité de commencer à garder leurs innovations au niveau hardware, à intégrer, donc remonter un petit peu dans la chaîne de valeur, intégrer la partie hardware dans leur dev et vraiment avoir ça comme élément différenciateur, et du coup gérer la durée de production, gérer les MOQ. On l'a vu, aujourd'hui, il y a beaucoup de fabricants d'automobiles qui ont énormément de voitures sur les parkings parce qu'il manque des composants. Donc, c'est pour essayer d'anticiper et de contrer un petit peu ce genre de choses.
Alors, si j'ai encore 2 minutes, je vais très rapidement. Je voudrais juste. Très Alors, on rapide, l'a oui, vu. s'il te plaît. Très rapide. Pardon. Ouais, alors, pour conclure, en fait, on a vu que effectivement, l'ASIC présentait des bénéfices, flexibilité. On raccourcit la chaîne de valeur, on est plus indépendant par rapport à cette chaîne d'appro. On a aussi la possibilité du coup de fabriquer en France ou en Europe, enfin, et ou en Europe exclusivement. Donc, on peut tout faire. Enfin, en tout cas, la plus grande partie. Donc, ça rassure certains clients sur la partie sécurité. Mais quand même, pour conclure, je dirais que dans quel cas on est vraiment pertinent, on doit vraiment avoir une stratégie long terme. On n'est pas là pour, on prend pas un ASIC pour pallier un problème d'appro sur 2, 3 mois, 6 mois. On doit avoir une stratégie long terme, comme je le disais. Idéalement, si on souhaite récupérer la propriété intellectuelle, si on veut sortir du schéma fournisseur-distributeur classique, et qu'on a une stratégie face à ses concurrents, qu'on veut mettre en place une stratégie face à ses concurrents, et notamment aussi face à l'obsolescence. Donc voilà, on doit nous travailler beaucoup avec les clients pour définir le cahier des charges et être sûr que l'ASIC est la meilleure solution pour eux et qu'elle s'inscrit bien dans une stratégie long terme et pertinente. Voilà. Merci. On a fait à peu près le tour de notre côté. Vous êtes CFO de SPS. Vous étiez présent d'ailleurs à la table ronde il y a 1 an. Alors, vous présentez-nous un petit peu SPS et puis surtout, qu'est-ce qui a changé depuis 1 an et quelles solutions vous avez trouvées un peu en interne pour pallier à ces problématiques de supply chain? Oui, bonjour à tous et merci de m'avoir invité à ce webinaire. Oui, donc SPS est une filiale est basée dans la zone industrielle de Rousset, est une filiale d'IN Group, IN Group étant le nouveau nom de l'imprimerie nationale, l'imprimerie nationale étant l'entreprise qui fabrique notamment nos documents d'identité. SPS commercialise des plateformes électroniques, c'est-à-dire qui sont composées de modules et d'antennes, qui ont vocation soit à s'intégrer dans les cartes bancaires, soit à s'intégrer dans les documents d'identité. Et aujourd'hui, l'essentiel de notre production est réalisé sur le site de Rousset et le complément se passe chez des partenaires, des sous-traitants. Alors, je pense que les éléments que je vais apporter en fait vont être complémentaires de ceux qui ont été déjà apportés par Monsieur Bernard pour NeoWave et ceux apportés par l'équipe d'IC Alps. Alors effectivement, nous, la pénurie, finalement, elle nous a été annoncée fin 2020 par un de nos partenaires, en l'occurrence NXP. Et ça a été un premier changement, finalement, dans la relation avec ces fournisseurs-là. C'était effectivement, jusqu'à présent, on travaillait avec eux sur ce qu'on appelle du build on order, c'est-à-dire que quand on recevait une commande de nos clients, eh bien, on leur passait en back-to-back la commande. Et là, ils nous ont dit, non, il faut changer de mode de fonctionnement. On va passer en build on forecast, c'est-à-dire que si vous avez besoin de 50 millions de puces, passez-nous une commande de 50 millions de puces et puis on fera au mieux pour les livrer. Donc ça, alors dit comme ça paraît effectivement simple, mais pour les équipes supply chain, c'était un peu une révolution et une grande difficulté de gestion. Alors après, quelques éléments un peu structurants par rapport à la manière dont on a vu cette crise. Alors effectivement, nous, compte tenu de nos marchés, qui sont le bancaire et l'identitaire, finalement, sur la partie identitaire, l'ampleur est différente puisque finalement, notre niveau d'activité sur l'identitaire, c'est un peu tari puisque comme les voyages internationaux se sont de facto arrêtés, toute la production mondiale de passeports, c'est aussi arrêté. Et donc, effectivement, la demande que nous, on avait a été réduite très, très fortement. Donc, nos besoins étaient moins importants. Alors, et aujourd'hui, et on le voit, c'est aussi apparu dans la presse, on voit les problématiques inverses, puisqu'effectivement, aujourd'hui, ça repart et bien, par exemple, il y a des délais extrêmement longs en France pour obtenir ces documents d'identité, voilà, parce qu'il faut effectivement réamorcer la pompe.
Ensuite, effectivement, la genèse de la crise, par rapport à des éléments qui ont été apportés tout à l'heure, c'était d'abord une crise de l'offre parce que les usines se sont arrêtées, mais finalement aujourd'hui c'est une crise de la demande parce que aujourd'hui, en tout cas ce que nous disent nos interlocuteurs, c'est que le niveau finalement de production des fondeurs est revenu sur le niveau d'avant-crise, donc 2019, mais effectivement n'est pas du tout en mesure d'absorber les besoins finalement simultanés de différents marchés que sont la 5G, les automobiles électriques et la demande continue de cartes bancaires. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une crise de la demande. Alors, ensuite, par rapport à ce que disait M. Bernard sur Neowave, effectivement, nous, on a eu un impact économique, hein, mais effectivement, probablement moins sensible que chez vous, puisqu'en 2021, on a eu une érosion de notre activité, mais de l'ordre de 10% par rapport à 2020, dans un contexte où tous les ans, SPS commercialise, on va dire, à peu près 300 millions de plateformes électroniques. Voilà. Donc, effectivement, il y a une érosion, mais on reste sur un niveau volumique qui est important. Alors, ça, c'est quand on regarde vers l'amont. Après, ce qui s'est passé, c'est que, alors, ça rejoint aussi la problématique sur le stockage qui a probablement aussi amplifié la crise. Quand on regarde notre activité en 2021, on a ce qu'on appelle un book-to-bill de 2, c'est-à-dire qu'en 2021, qui était une année totalement atypique, on a pris 2 fois plus de commandes que ce qu'on a facturé, ce qui n'était jamais arrivé, dans l'histoire de SPS. Et donc, alors, ce qui traduit probablement à la fois une stratégie de stockage de la part des banques et de la part de nos clients, mais aussi ce qui traduit finalement le dynamisme d'un marché, parce que finalement aujourd'hui on a eu très peu d'annulations de commandes. Voilà. Mais voilà, donc quelques éléments un peu contextuels sur la manière dont on a vécu la crise, on va dire de manière macroscopique, sachant que en 2022 finalement notre volume d'affaires et notre volume de production va être relativement comparable à celui de 2021, probablement en légère croissance. Et pour 2023, on est en train, comme tout le monde, de rentrer doucement mais sûrement dans un processus budgétaire. On échange effectivement beaucoup avec nos fournisseurs. Bon, aujourd'hui, on a des messages qui peuvent différer d'un fournisseur à l'autre. J'y reviendrai, mais effectivement, 2023 sera certainement pas une année normale en fait. Alors, par rapport à nos stratégies d'appro, quelles ont été les on va dire les stratégies qui ont pu être mises en place de manière plus ou moins opportuniste ou de manière plus ou moins court-termiste. Alors effectivement, un des premiers éléments, c'est que le niveau de collaboration avec nos fournisseurs s'est beaucoup amélioré et a beaucoup augmenté. C'est-à-dire qu'effectivement, un fournisseur à qui on parlait tous les mois, maintenant on lui parle effectivement toutes les semaines. Il y a des weekly supply pour effectivement revoir commande par commande les délais de livraison, parce que effectivement, comme ça a déjà été dit, les délais s'allongent, les délais changent quasiment toutes les semaines, et effectivement, ce qu'il faut voir ensuite, c'est que ça a un impact très, très important sur nos chaînes de production dont il faut bien entendu planifier l'activité. Donc ça, c'est effectivement une des premières réponses qui a été apportée, c'est effectivement une imbrication beaucoup plus forte des supply chains, à la fois des supply chains de nos clients, de notre supply chain et des supply chains de nos fournisseurs, pour effectivement faire face à cette situation très, très particulière. Ensuite, il y a une deuxième d'action qui a été menée, c'est effectivement la diversification de nos sources d'approvisionnement. Alors, ça a été mentionné également tout à l'heure.
Auparavant, en fait, on était très focalisé, je dirais, sur 3 grands acteurs du marché qui sont NXP, ST, IDEMIA. Aujourd'hui, effectivement, on a ouvert le champ des possibles. Aujourd'hui, on travaille avec une quinzaine de partenaires, alors qu'ils n'ont pas du tout tous la même ampleur, j'ai dire, ou la même capacité volumique, mais effectivement, on a diversifié nos sources d'approvisionnement en discutant avec différents acteurs de la chaîne de valeur, que ce soit des fondeurs, des OS makers, des chip designers, voilà, on a essayé effectivement d'aller chercher des volumes additionnels, quelques millions de puces par-ci, quelques millions de puces par-là, auprès d'acteurs finalement, je dirais de moindre amplitude, mais qui sont là et qui nous permettent aujourd'hui de servir nos clients. Donc il y a eu un phénomène de diversification, notamment avec des acteurs qui sont basés plutôt en Asie et en Chine. Voilà. Donc ça, c'était également une des solutions qui a été trouvée. Et enfin, alors, il y a une action que j'ai appelée qualification, alors au sens qualification de nouveaux sites de production, parce qu'effectivement, on l'a vu dans la presse, ça a été déjà évoqué au préalable, mais face à cette crise, effectivement, il va y avoir une relocalisation d'une partie de la production en Europe. Alors, il y a des actions dont on a parlé donc dans la presse la semaine dernière qui ont des horizons de temps à moyen terme en 2026. Il y a des actions qui ont déjà eu lieu finalement, qui ont été décidées fin 2020, avec notamment l'ouverture, en tout cas l'agrandissement d'un site de production qui est à Dresde et qui a été qualifié en tout cas avec les produits SPS et qui effectivement permet à la fois de relocaliser une partie de notre supply chain en Europe et qui, on l'espère, aura un impact volumique. Mais effectivement, ce mouvement-là, qui va prendre certainement plusieurs années et qui sera effectivement pas total, mais ce mouvement effectivement de relocalisation en Europe et d'augmentation des capacités de production, alors il est certainement beaucoup plus devant nous que derrière nous, mais effectivement, il a déjà commencé et ça fait partie des points d'interrogation que nous avons pour 2023 pour effectivement servir nos clients, puisque la demande est là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. On a eu une très très forte demande en 2021. En 2022, la demande, notamment sur le marché bancaire, est toujours présente. Et après, aussi pour revenir sur quelque chose qui a déjà été dit et peut-être apporter des éléments additionnels, effectivement, pour les fondeurs notamment et pour les participants de la chaîne de valeur en amont, cette crise, je ne sais pas s'il faut dire que c'est une opportunité, mais d'une certaine manière, oui. Parce qu'effectivement, comme le disait Madame Jiménez tout à l'heure, il y avait cette érosion des prix qu'on voyait. Il y en avait une magnifique courbe qu'on suivait effectivement tous les ans et qui allait toujours par le bas. Et là, depuis 2021, effectivement, il y a un net rebond qui a continué en 2022 et qui va très probablement continuer en 2023. Et effectivement, alors sur du long terme, je ne sais pas ce que ça va donner, mais effectivement, ça a redonné du pouvoir quelque part. Alors, est-ce que c'est sur du court terme ou sur du moyen terme aux fondeurs, sur la capacité d'augmenter les prix de manière assez significative, hein, parce qu'on parle de 2 augmentations par an à 2 chiffres. Et aussi, donc ça leur a donné ce pouvoir-là, et aussi ça leur a redonné finalement la capacité à être sélectif dans les marchés qu'ils servent, et effectivement ils vont j'allais dire bien normalement entre guillemets avoir tendance à servir les marchés dans lesquels ils ont des marges les plus
les plus dodus, si je puis dire. Voilà. Donc voilà la manière dont on a essayé de gérer cette crise, enfin dont on continue à la gérer chez SPS. Et effectivement, alors avec une forte tension sur la supply chain. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais d'un point de vue organisationnel, parce qu'effectivement, les équipes à la fois ont besoin de gérer les flux en amont et ensuite passent leur temps finalement à replanifier les productions avec de notre côté je dirais une nécessité de matcher en fait les modules qui intègrent les puces avec les antennes qui sont du PET avec de l'aluminium. Donc il y a aussi cette complexité là à gérer. Voilà, donc c'est effectivement un challenge très 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 significatif pour nos équipes supply. Voilà les éléments que je voulais partager avec vous. Merci, c'était extrêmement détaillé. On un temps de change pour parler notamment de l'investissement ou de la relocalisation, peut-être avec Stéphane Martinez, et puis dans le temps d'échange, est-ce que, en particulier, est-ce que le volume de production qui correspondrait à la création de ces nouvelles fabs ou de ces agrandissements de fabs en Europe sera suffisant déjà pour pallier des pénuries court terme ou moyen terme, mais il faut quand même signaler que la part en production de la microélectronique européenne, c'est peu. Hein, c'est 10%, autant que je me souvienne, par rapport à la production asiatique. Donc déjà, si ça permet de pallier à des pénuries et l'effet court terme ou moyen terme, je pense que ça sera très bien. On en discutera peut-être tout à l'heure. Mais moi, j'ai aussi, il y a un point aussi qu'il faudra discuter aussi, c'est l'importance, démontrer l'importance de la microélectronique et de l'électronique aujourd'hui face à tous les marchés. Audrey Jiménez les a cités, hein, l'IoT, l'automobile, transport, 5G, etc. Et les demandes en volume qui vont être considérables. Mais il faut l'expliquer au grand public. Et ça, il faut savoir aussi faire passer ce message au grand public. Je pense que Charles Palanca voit où je veux en venir. Et une petite question, moi, j'aurais à propos du marché très amusant. Enfin, moyennement amusant. Sur l'automobile, les gens voient qu'il y a des délais de plus en plus longs pour acheter de la nouvelle auto. Ou des coûts pour changer simplement un écran plat dans l'auto, le coût de l'écran plat a flambé. Sur le bancaire, monsieur Fressigne, est-ce que j'aurai le renouvellement de ma carte à puce? Clairement, j'ai quelques amis chez Gemalto Thales. Hein. Oui, aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait de pénurie. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a eu une érosion volumique, mais de quelques pourcents, si vous voulez. Et effectivement, la crise nous a surtout empêché de profiter du décollage du marché, notamment du paiement sans contact. Ça nous a beaucoup pénalisé. En fait, ça a pénalisé notre croissance. Aujourd'hui, en tout cas en France, je pense pas qu'il y ait de risque de pénurie de cartes bancaires. Voilà. Me voilà rassuré. Donc, on va passer la parole à Charles Palanca, qui est l'honneur fondateur d'Electroni, fabricant de cartes. Donc, il vient nous présenter Electroni. Et puis, surtout, vous êtes président, c'est ça, de l'UIMM 06. Enfin, et l'UIMM est un des acteurs, avec Axel, principaux de la CAC, et a beaucoup d'actions. Et c'était mes questionnements, mes intrigues, parce qu'il y a quand même des plans d'action sur le terrain de façon très pragmatique, notamment pour affronter ces problématiques-là qui ont partout été évoquées. En France, il y a quand même une certaine tradition de relations frontales entre le fournisseur, le client, etc., les distributeurs que vous avez pas évoqués. Donc, quelles actions de terrain ont été mises en place, et surtout, ce qui me tient aussi un peu à cœur sur l'aspect formation. Donc, l'UIMM était très active sur cet aspect-là, parce que l'emploi
aussi est un des éléments clés liés à cette pénurie. Ok. Oui, bonjour et merci à tous. Alors, tout d'abord, je suis vice-président de l'UMM Côte d'Azur. Notre président, c'est Marcel Ragny, pour information, mais c'est pas grave, on est toute une équipe. Je rappelle, oui, bien sûr que l'UMM, en France, c'est quand même 42 000 entreprises pour un peu plus d'1,5 million de collaborateurs. Donc, c'est conséquent et on accompagne ces entreprises, effectivement, surtout d'un point de vue social et juridique, mais pas que, puisqu'on a vu avec la Fabrique de l'avenir, avec les investissements qu'ont fait l'UMM je dirais, pour redorer l'image de l'industrie en France, qui en a bien besoin, je crois. Enfin, ça commence à être bien fait maintenant. Et donc, on voit bien que l'UMM est vraiment s'engage auprès des industriels sur un panel très large de prestations et de services, et surtout c'est de l'accompagnement. Voilà. Alors, ce qu'avait mesuré l'UMM, bien sûr, au travers de son président Éric Trappier, on est véritablement face à une crise de l'offre. Bon, je ne vais pas le répéter, vous l'avez tous dit, liée aux matières premières, aux composants, puisque là, on parle des composants, c'est notre filière qui nous intéresse particulièrement. Demain, et là aujourd'hui un peu, c'est l'accès à l'énergie également, hein, au niveau de la crise de l'offre. Mais pas que. Jean-Louis, comme tu l'as souligné, dans cette crise de l'offre, il y a un problème de main-d'œuvre également qui participe énormément. Parce que vouloir effectivement relancer l'industrie locale ou vouloir localiser ou relocaliser, eh bien, ça veut dire qu'on va avoir besoin d'énormément de techniciens. On forme déjà des ingénieurs, on en a quelques-uns, on va dire, peut-être pas suffisants, mais enfin, on a une filière qui est assez conséquente, mais il faut former des techniciens. Et aujourd'hui, effectivement, pour alimenter ces unités de production, il va falloir des techniciens, il va falloir des opérateurs. Et là, il y a un gros travail à faire. Et l'UMM, effectivement, il participe avec ses 33 pôles de formation, à peu près ses 135 sites de formation au niveau national, participe à cet effort. Alors, il y a un effort aussi de vulgarisation, enfin d'information à faire au niveau des élèves, au niveau des jeunes, pour qu'ils viennent dans nos industries, mais pas que. Il faut aussi informer les parents, leur dire qu'effectivement, l'industrie a ses lettres de noblesse et qu'il y a de beaux parcours. Surtout, voilà, avec l'image de l'industrie 4.0 que nous portons haut et fort aujourd'hui. Bon, ça, c'était un peu sur la partie UMM. Il ne faut pas oublier aussi que l'UMM, face à la crise, fait du lobby auprès du gouvernement. Hein. Par exemple, sur la PLD, pour continuer l'aide, comment dire, à l'activité partielle de longue durée qui a été mise en place pendant la pandémie, eh bien, on a pu prolonger jusqu'au moins déjà fin de 2022 cette possibilité-là, justement, pour faire face, pour certaines entreprises, certaines PME, à cette pénurie de composants qui, ne l'oublions pas, a causé quand même la mise à l'arrêt, alors pas totale tout le temps, mais la mise à l'arrêt de 60% des industries françaises. Quand on les mesure, hein, c'est les chiffres officiels que nous avons. Voilà, alors, donc on fait du lobby auprès du gouvernement pour poursuivre les aides, parce que c'est des aménagements qui sont intéressants. Et également pour financer la formation, vous l'avez noté, vous avez vu qu'au niveau des alternants aujourd'hui, les entreprises sont assez aidées pour encore jusqu'à la fin de l'année pour récupérer des alternants. Ça aussi, c'est toutes des propositions qui ont été faites par l'UMM, il faut le noter. Et l'UMM a fait 15 propositions au gouvernement basées sur 3 axes principaux, hein, qui sont la refonte du modèle effectivement social et pour le rendre plus efficace et moins coûteux. L'amélioration de la performance également du système éducatif, on vient d'en parler, et de la formation. Il y a un vrai travail à faire, hein, de ce côté-là. Et bien sûr, faciliter les mutations du travail industriel. C'est ce que nous faisons avec l'industrie 4.0, c'est ce que nous faisons avec les organisations apprenants, c'est ce que nous faisons avec la RSE, c'est ce que nous faisons avec l'hybridation du télétravail et du présentiel. Tous ces sujets qui sont, je dirais, qui accompagnent et qui sont parallèles à la pénurie, mais qui sont en définitive le monde d'aujourd'hui. Ce monde d'aujourd'hui, la pénurie, elle arrive en même temps qu'un questionnement énorme, relevé par la jeunesse, mais relevé bien entendu par nous également. C'est effectivement, c'est le devenir de tous les produits que nous fabriquons. Quel impact environnemental ces produits vont avoir? Et ils ont déjà aujourd'hui. Donc, il y a des vrais sujets qui s'associent, qui s'entremêlent, et je ne crois pas qu'on puisse les dissocier et les traiter en silo, parce que sinon, on s'en va à la catastrophe. Donc, il faut profiter, je dirais, alors
C'est toujours pareil. En face des menaces, il y a toujours des opportunités. Il faut saisir les opportunités quelque part de cette pénurie, peut-être pour s'interroger, pour mieux produire, pour produire de façon plus cohérente. Et on en arrive, on en a parlé un petit peu, on arrive à tout ce qui est éco-conception, par exemple. Que nous, chez Electroni, d'ailleurs, je vous ai pas parlé d'Electroni encore, on a mis en place depuis quelques années, puisqu'on est certifié ISO 14001, mais on en fait un cheval de bataille aujourd'hui, très fort, parce que c'est le moment ou jamais où il faut se poser les bonnes questions, puisque les composants sont rares, autant les garder et autant effectivement les focaliser sur les produits qui en valent le plus le coup, quoi. Quand je dis qui en valent le plus le coup, c'est pas d'un point de vue économique, mais d'un point de vue environnemental, sociétal, social et économique également. Alors, ça va des fois à l'encontre de notre propre existence, de notre propre économie personnelle. Parce que quand vous avez des clients qui se présentent et qui vous sollicitent pour faire un produit, puisque Electroni, on fait de l'étude de la production de cartes et de systèmes électroniques, on fabrique à peu près 400 000 cartes par an, pour l'aéronautique, le médical, enfin, l'IoT, le bâtiment intelligent, enfin, pour le domaine. On fait du grand compte jusqu'à l'ETI, et même, je dirais, alimentaire, puisqu'on a fait des produits des prototypes qui ont eu comment dire, le concours Lépine l'an passé. Donc voilà, c'est pour dire qu'on a toutes les, je dirais, toutes les strates, enfin toutes les strates des concepteurs autour de nous. Et là, vraiment, effectivement, on se pose la question de savoir quels sont les meilleurs produits. Alors quand je dis que ça va à l'encontre des fois de notre propre organisation, c'est que effectivement, quand des clients se présentent, on peut leur dire on a fait l'analyse de votre produit, effectivement, et en définitive, on l'a repensé, et votre produit, on n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce que nous, Electroni, on est petit, on n'a que 25 familles, mais on veut les nourrir, on veut continuer de travailler, et effectivement, et on favorise quand même la paix sociale, parce que l'économie, c'est la paix sociale aussi. Voilà, donc on est confronté à tous ces problèmes aujourd'hui qui sont très intéressants et qui nous conduisent à ce qu'on appelle de l'innovation responsable. Et c'est un outil, je pense, important alors, on ne luttera pas contre la pénurie de composants, mais on accompagnera cette pénurie de composants par des opportunités. Voilà, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le traite. Et comme l'a dit Guillaume également, dans la relation client, manufactureur, fournisseur, distributeur, ça a été une opportunité aussi d'enrichir cette relation. Avant, on avait des pénalités de retard et puis c'était comme ça, point final. Aujourd'hui, tout se discute. Et ça, c'est une vraie richesse, quoi. Ça veut dire qu'on se met autour de la table. Donc, seul, on ne peut rien faire. Et ensemble, qu'on va faire. Et on rejoint les propositions d'Audrey également. Voilà, si on a un peu de long terme devant nous, peut-être qu'il faut aller sur la ZIC. Alors, il nous faut un petit peu de long terme, pas du court terme très vite. Et s'il nous faut du court terme, eh bien, on s'adresse à la bourse aux composants que nous, on met en place avec d'autres fournisseurs. Et où on fait presque de la récupération de composants, parce qu'on arrive à faire aujourd'hui la récupération de composants. Donc, c'est tout ce mélange, mais toute cette agilité, je dirais, qui me paraît terriblement intéressante, même si elle est chronophage, et c'est le sujet qui nous pose problème aujourd'hui dans l'entreprise, c'est que des fois, on ne peut pas mettre de valeur faciale, on ne peut pas vendre automatiquement ce travail, mais en tout cas, c'est très riche parce que on rend nos entreprises, nos industries beaucoup plus résilientes et beaucoup plus fortes pour affronter effectivement nos problématiques de demain. Enfin, en tout cas, tous les enjeux que nous avons à relever, quoi. Donc voilà, il faut se saisir de ces menaces, il faut les traiter, il faut s'associer, surtout s'associer. Je crois que c'est le maître mot. Il faut être en interaction, en interaction aussi au niveau de la formation, au niveau de l'éducation nationale, au niveau des territoires. L'UMM l'a compris depuis longtemps, effectivement. Mais aujourd'hui, l'UMM est dans nos territoires, en tout cas, associé à l'UPE, associé à la Chambre de commerce et d'industrie, voilà, associé à la métropole, pour parler de Nice, puisque je parle là de notre région, Nice, Antipolis, et la 4G aussi avec la région de Grasse. Et c'est une richesse absolue que nous avons créée, parce que ces menaces nous ont permis de nous retrouver. Et ça, c'est très intéressant, parce que si on se retrouve et qu'on construit ensemble, on va construire quelque chose de pérenne. Voilà. Et on pourra affronter effectivement nos problématiques de demain. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire rapidement. Et puis après, on peut rentrer plus dans le détail, quoi. Mais voilà, il faut se saisir de ces difficultés.
Oui, Merci Charles. Oui, désolé le temps pour est limité, hein. la problématique de la vice-présidence des 06, mais vous savez, les Bouches-du-Rhône ne sont pas en reste, et l'UIMM des Bouches-du-Rhône n'est pas en reste, puisque en matière de formation, je tiens quand même à le signaler, l'ensemble des acteurs de formation sur, on va dire, sur la zone d'Aix-Marseille, avec effectivement la métropole et toutes les collectivités territoriales, autour du rectorat d'Aix-Marseille Université, de INCREA à Toulon, les mines de Saint-Étienne, ont monté un programme de formation qui s'appelle Innov Micro. Donc avec un premier but, c'est-à-dire qui est de mettre en place des équipements dédiés à la formation pour la microélectronique et d'être innovant en matière de formation. Donc il y a même un appel vers les industriels pour venir collaborer avec les académiques là-dessus. Donc l'UIMM est partie prenante dans les campus des métiers et le volet industrie 4.0. On parle beaucoup de force IA, robotique, enfin vous connaissez tous ces sujets. Et puis corrélativement, au niveau de l'université, on a quand même alors, pas fusionner, mais rassembler tous les laboratoires technologiques de l'université derrière un institut qui s'appelle Amutech et qui a créé une chaire d'excellence avec ST, Micro, Rousset et Kroll. Voilà, notamment pour des thèses de chiffres. Donc la région est proactive en matière de formation. En matière de formation, le vrai sujet, c'est comment on rend cette industrie qui a souffert d'une mauvaise image. Alors on a l'impression que c'est une mine de charbon, hein, on est dans des salles blanches et on fait de l'high-tech, l'attractivité auprès des jeunes. Et je pense que cette typologie d'arguments, peut-être de toucher un mot, le recyclage, la réutilisation, le souci du devenir du produit, ça fait partie des arguments autant que l'high-tech à vendre auprès des jeunes générations. Voilà pour l'attractivité. On va peut-être donner la parole à Stéphane Martinez. Je ne sais pas s'il est là, Stéphane Martinez, parce qu'il Oui, je suis là, il n'y a pas de problème. est venu intervenant, mais vous nous entendez, mais la caméra n'est toujours pas actionnable. Oui, je suis désolé, j'arrive pas, donc j'arriverai pas. Mais on vous écoute. Voilà. On parlera de cybersécurité aussi. La cyber aussi, c'est un sujet qui nous tient à cœur aussi en région sud. Parce que je suis co-organisateur du forum AMUSEC sur la cybersécurité, qu'on en est à la 6e édition maintenant, et on a pas mal répondu sur la cybersécurité en région, notamment sur les AMI cyber qui ont été lancés, et puis les liens avec le cybercampus sur la défense. Donc, mais la cybersécurité est un sujet compliqué parce que il est difficile de faire comprendre que ce n'est pas simplement une problématique de cryptographie et puis de logiciel, ça va de la puce et les problèmes de sécurité embarqués sur la puce, des passerelles, des gateways, des réseaux de télécom, des problématiques de contrôle d'accès, de biométrie, et j'en passe. Et ça aussi, vis-à-vis des jeunes générations, c'est pas simple parce que on a une filière métier qui est aujourd'hui très complexe. J'ai été personnellement formé ou formaté pour la microélectronique, mais ma formation, c'était apprendre à faire ton CMOS à un micron. Ouais, ça date un petit peu quand même. Donc aujourd'hui, on reviendra à ce sujet-là. Je pense que Stéphane Martinez pourrait nous présenter. Bon, Axel ne se présente pas, mais Axel représente quand même l'ensemble des partenaires, hein, que ça parte de la start-up, la PME aux grands groupes de la microélectronique et de l'électronique en France, qui ont je dirais des problématiques différentes vis-à-vis de cette pénurie. Et je sais qu'Axiel a écrit un très joli document là sur cette pénurie dont il va faire la publicité. Donc, Monsieur Martinez, au titre d'Axiel. Voilà. Oui, bonjour à tout le monde. Donc je suis Stéphane Martinez, je suis nouvellement le président d'Axiel depuis 2 mois. Je suis aussi le directeur du site de ST Microelectronics à Tours. Donc je peux aussi prendre des questions sur la partie semi-conducteur sans aucun problème et à propos de ST. Donc
dont je voulais vous parler rapidement, c'était plutôt une vision assez globale du sujet, puis on rentrera un peu dans le détail, tout en restant relativement court. Donc, ça a été bien évoqué, mais je voulais signaler que ce soit Axiel ou les acteurs du semi-conducteur en général, ou des composants passifs aussi, et de la connectique, en fait, tout l'ensemble de l'électronique en France, avait déjà prévenu que on voyait déjà avant la crise sanitaire arriver les tendances de fond qui font qu'on est là où on est aujourd'hui, on va dire. Donc vous les avez à peu près toutes citées. J'ai tendance à les mettre en 4 grandes catégories. La première qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est vraiment la protection environnementale et ce que ça implique, en particulier donc toute l'énergie renouvelable qui demande beaucoup d'intelligence électronique pour pouvoir déployer, que ce soit des réseaux solaires ou de l'éolien ou toute autre chose. Aujourd'hui, c'est pas qu'un bruit de fond, c'est un gros changement culturel qui s'accélère. Ce qui va avec, c'est tout ce qui va être électrification. Donc on pense tout de suite aux véhicules électriques aujourd'hui en premier, mais il y aura aussi des véhicules hydrogène pour les plus gros véhicules qui demanderont, pour faire de l'hydrogène vert, de l'électricité de nouveau. L'aéronautique est en train de se lancer sur le même sujet et l'aéronautique redémarre très fort après avoir pensé que ça allait prendre des années à ce qu'ils se remettent de cette crise. Ben non, ils redémarrent et aujourd'hui ils sont plutôt dans la même situation que tous les autres acteurs qui ont besoin d'électronique. J'ai cité la partie électrique du véhicule, mais il ne faut pas oublier que dans le véhicule, il y a l'autonomie du véhicule, le véhicule qui va rouler tout seul dans le futur. Et là, on adresse des problématiques de sécurité. On sait très bien que le jour où les véhicules rouleront tout seuls et seront interconnectés, on aura beaucoup moins d'accidents et beaucoup moins de morts sur les routes, même si ça pose des problèmes, on va dire, légaux aujourd'hui plus qu'autre chose. Mais la technologie avance très vite et ça va bientôt être prêt. Il y aura des changements d'usage, bien sûr, sur les véhicules qui seront plus en location ou en prêt qu'en appartenance individuelle. Donc ça, c'est aussi un changement de fond qu'il va falloir appréhender avec les systèmes qu'il va falloir mettre en place d'électronique à l'intérieur. Le troisième, c'est la partie communication. Vous avez commencé à parler de 5G. 6G arrive déjà. On est en train de finaliser les protocoles et les objets connectés en général. Donc la 5G est liée aussi à la protection environnementale puisqu'elle baisse la consommation par mégaoctet échangé, on va dire, dans les consommations. Par contre, elle crée un usage, bien sûr, elle crée un usage énorme pour le grand public, mais aussi elle va créer de l'usage pour le médical, pour le fameux véhicule autonome qui aura besoin de cette connectivité immédiate et rapide. Donc c'est aussi un grand bruit de fond qui est en train de s'accélérer. Et vous l'avez aussi mentionné, les uns les autres, l'industrie 4.0 qui regroupe un peu tous les sujets précédents. À la fois, l'industrie va devoir être plus propre, va devoir être de plus en plus communicante pour être de plus en plus efficace, et surtout si on veut garder nos industries en Europe. Donc tous ces sujets précédents auxquels on va rajouter donc les deux derniers sujets dont on a un peu évoqué le sujet, c'est l'intelligence artificielle et la cybersécurité qui de nouveau arrivent au milieu de tout ça pour pouvoir permettre à tous les systèmes et pas que les microcontrôleurs de communiquer et d'apporter l'usage qu'on attend aujourd'hui. Donc ces grandes évolutions, la crise sanitaire, elle n'a fait que les accélérer en fait. C'est-à-dire qu'on savait qu'ils allaient arriver, on savait qu'ils allaient arriver dans les années, voire les dizaines d'années à venir. La crise sanitaire a fait en sorte que les quatre arrivent en même temps et s'accélèrent en même temps. Donc aujourd'hui, on parle de pénurie. La vérité, c'est que c'est pas une pénurie, c'est qu'on a une demande qui a explosé par rapport à une capacité existante qui n'était pas prévue d'aller aussi vite que ça en termes de mise en place. Donc aujourd'hui, en termes de marché globaux, on pense que le marché du semi-conducteur va doubler entre 2021 et 2030. Donc on aura mis 40 ans à arriver aux capacités jusqu'en 2021. Il va falloir faire en moins de 10 ans la même évolution que ce qu'on a mis 40 ans à faire en termes de capacité. D'où la pression qu'on peut imaginer aujourd'hui. En Europe, en plus, il y a quelque chose qui se rajoute, c'est que, vous l'avez dit, l'Europe, c'est 10% du marché de semi-conducteurs aujourd'hui, donc c'est pas énorme, mais on a été bien plus que ça, et il y a une volonté européenne pour revenir à 20%. Alors, revenir à 20% dans un marché qui double, eh bien, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse x4. Tout ça d'ici 2020. Donc, il faut qu'on arrive à multiplier par 4 nos capacités européennes. Alors, quand on dit capacité, il y a une notion de valeur.
C'est-à-dire qu'on va pas faire les mêmes produits et donc il y aura peut-être pas x4 en termes de capacité, mais en tout cas en termes de valeur, il y aura x4. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à faire jusqu'en 2030. Donc d'où les annonces que vous avez pu voir avec ce qui se passe à Crolles, qui est une pierre de l'édifice, mais qui ne suffira pas. Hein. Il y aura beaucoup de choses à faire pour arriver à cette ambition assez importante au niveau de l'Europe. Donc la crise sanitaire, je disais, elle a vraiment augmenté ces usages qu'on voyait arriver, ces transformations, voire ces révolutions. Dans le monde d'automobile, on parle plutôt d'une révolution. Aujourd'hui, on vend pas plus de véhicules qu'hier, voire même moins dans le monde. La seule différence, c'est que quand on sort un véhicule électrique d'une chaîne, c'est 3 fois, voire 10 fois plus de composants électroniques que dans un véhicule traditionnel à combustion, avec les hybrides qui sont entre les deux. Donc on a en gros un énorme changement dans la chaîne de valeur, et d'où le fait qu'aujourd'hui on voit des lignes qui s'arrêtent, non pas parce qu'on veut produire plus de véhicules, mais juste parce qu'il y a pas assez de puces pour cette augmentation qui est énorme. Donc même si on produit que 10% de véhicules électriques aujourd'hui, avec 10 fois plus de puces, on est en train de doubler le marché du jour au lendemain. Donc voilà, donc ça c'est la grosse difficulté qui n'était pas envisagée à cette vitesse-là. En tout cas, on ne pensait pas que ça allait arriver dans le monde aussi rapidement, et les constructeurs eux-mêmes ne le voyaient pas à cette vitesse-là, et les intermédiaires, ce qu'on appelle les tier one, les Bosch, les Valeo, les Conti, eux non plus le voyaient absolument pas. Ils pensaient que la crise allait perdurer pendant très longtemps à suite de la crise sanitaire. Donc il y a un gros changement aussi de la gestion des stocks de composants. Jusqu'à, et je l'entends encore dans des réunions avec le GIFAS ou de l'électronique, de l'aéronautique, pardon, les composants sont encore considérés comme des commodités. Or, si on considère les composants comme des commodités, ça veut dire qu'on estime qu'on peut les acheter quand on veut, où on veut, sur le marché, ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment, et qui le sera probablement pas avant longtemps. Et donc, il y a une grosse tendance qui est que les clients finaux de l'aéronautique, de l'automobile, de l'industrie vont avoir tendance à travailler de plus en plus en contact direct avec les fabricants de composants. Vous en avez un petit peu parlé maintenant. Voilà, il y a du partenariat qui se crée en direct entre les fabricants de composants et les constructeurs. Et ça, c'est quelque chose qui aussi est un gros changement. Alors, je cite l'exemple parce que il est évident, mais Tesla, c'est ce qu'ils ont fait depuis le démarrage. Et aujourd'hui, il n'y a pas de pénurie de composants chez Tesla parce qu'ils ont donné cette vision, cet ordre de marche à tous leurs fournisseurs, et ils ont permis de voir un peu, même à la vitesse à laquelle ils vont, comment est-ce qu'ils allaient gérer les composants qui, pour eux, ne sont pas des commodités, mais qui font partie intégrante de la construction et de leur bill of material. Donc voilà, donc il y a un changement qui s'opère, qui va encore prendre un peu de temps. Des besoins de créer des stocks et de plus gérer le monde de l'automobile comme en just-in-time. Donc, ça veut dire créer dans la chaîne de valeur plus de stocks. Tout ça arrive en même temps. Donc, forcément, une énorme pression sur la demande par rapport aux capacités qui sont en place. Alors, bien sûr, arrive la crise ukrainienne là-dessus. Alors, la pression qu'on a sur la crise ukrainienne aujourd'hui, c'est une pression plutôt des fournisseurs du monde des composants, parce qu'il y a quelques matières un peu difficiles à trouver dans le monde qui demandent à ce qu'on travaille. Donc, le même problème que vous avez sur les composants pour faire du double sourcing, du triple sourcing, ben voilà, on va avoir la même chose à faire sur du titane, du néon, du cuivre, voilà. Où soit les prix font juste augmenter parce qu'il y a une crise des prix, soit il y a vraiment de double sourcing à faire, de la qualification et des choses. Donc elle a pas eu d'impact aujourd'hui sur les livraisons. Donc cette crise ukrainienne, elle en a eu sur les prix, bien sûr, assez importante. Et ce qu'on voit surtout, le gros impact qu'on voit plutôt, c'est à venir, c'est celui sur le gaz. Donc aujourd'hui, voilà, le risque de pénurie de gaz en Europe pourrait nous amener à devoir fermer des usines par moment, réduire. Ça, c'est un vrai risque sur lequel on travaille, bien sûr, avec le gouvernement en direct. Donc voilà par rapport à cette crise-là. Donc aujourd'hui, ajouté à ça, vous en avez beaucoup parlé, vous cherchez tous des solutions nouvelles. Qui dit solution nouvelle dit développement. Et qui dit développement, eh bien, dit regarder les technologies dans les usines existantes et prendre de la capacité, même si elle est faible, sur les usines existantes pour développer les nouveaux produits. Et ça devient bien sûr en conflit avec sortir plus de puces. Donc voilà, donc on a aussi ça qui arrive en plus au milieu, et l'ensemble des clients et l'ensemble du marché est très actif sur les développements et sur l'innovation.
Donc certains sont un peu impactés parce qu'ils passent leur temps à gérer les problèmes de supply chain. Ils n'ont pas le temps de travailler sur le développement. Et souvent, c'est le cas pour des petites structures. Les gros, eux, vont très vite sur l'innovation. Et tous ceux qui ont compris, comme plein d'entre vous l'ont dit, qu'il fallait travailler sur l'innovation et sur d'autres solutions, ben, sont très actifs en ce moment. Donc tout ça, voilà, c'est un peu le panel de ce qui nous arrive en ce moment. Et pour chiffrer un peu tout ça, le monde du semi-conducteur, aujourd'hui, les dernières analyses estimées, qui changent à peu près toutes les semaines aujourd'hui, mais bon, la dernière à peu près stable de la structure qui est la plus à même de répondre, qui s'appelle le WSTS dans le monde, qui date de mai, donc vous voyez qu'elle est pas trop vieille, je pense qu'il y en aura une qui va sortir au mois de juillet ou au mois d'août, parle d'une augmentation dans le secteur des semi-conducteurs de 26% en 2021 par rapport à 2020. Je sens que 2020 n'a pas été une énorme baisse par rapport à 2019 malgré la crise. Puisque le redémarrage s'est fait des 2 mois après le démarrage de la crise, quasiment en avril, mai, les commandes recommençaient à monter fortement. Donc 26% d'augmentation en 2021, sachant que les capacités n'ont pas augmenté de 26%. Donc ça veut dire qu'on a juste re-rempli l'intégralité des capacités qui existantes en 2021, et il y a encore une prévision de 16% en 2022. Vous voyez qu'en cumulé, c'est énorme. Donc on arrive à pleine capacité de l'ensemble du secteur dans le monde. En Europe, aux États-Unis, le 2022 est plutôt à 20-22%, alors qu'en Asie, au Japon, il est plutôt à 12-13%. Donc on a aussi cette augmentation un peu plus importante sur l'Europe et les États-Unis, parce qu'il y a aussi en même temps cette notion de souveraineté qui est en train d'émerger dans le secteur, qui était plutôt un secteur qui s'était énormément internationalisé, d'où les problèmes qui sont aussi liés à de la logistique parfois. Et les prévisions pour 2023 sont de l'ordre de 5% encore. Alors 5% en 2023, pourquoi? Parce que les augmentations de capacité qui se font en ce moment sont de l'ordre de 5 à 6% cette année. Donc les milliards, les dizaines, les centaines de milliards qui sont mis sur la table dans son capacité augmenteront les capacités l'année prochaine de 5%. Donc on en a parlé un petit peu, une augmentation de capacité dans le monde du semi-conducteur, c'est 2, 3 ou 5 ans si la technologie n'existe même pas, pour des augmentations qui se font en milliards, en dizaines de milliards, et qui pour la plupart des acteurs des semi-conducteurs sont autofinancés. Il y a des aides de l'État qui émergent aujourd'hui de plus en plus dans tous les secteurs, mais une aide n'ira jamais financer entièrement ces choses-là. Donc il y a besoin d'autofinancement, et c'est vrai que le monde du semi-conducteur, c'est un monde très cyclique, et que les investissements d'aujourd'hui, on fait très attention à ce que ça ne devienne pas des surcapacités demain. Donc il y a aussi cette notion-là. Alors avec un marché qui devrait doubler dans les 8-9 ans, forcément, on se dit il n'y a pas de risque. Mais si, il y a toujours un risque, parce qu'on a connu ça dans les années 2000, on a connu ça en 2010, et on a eu des surcapacités qu'il a fallu gérer, même si après, on sait que ça va revenir, et que les tendances de fond sont là. Donc il y a forcément à la fois une difficulté de pouvoir augmenter les capacités immédiatement, un risque qu'il faut mesurer, et le problème de la difficulté d'obtenir des composants qui nous affectent nous-mêmes, parce que les machines que l'on doit acheter ont elles-mêmes des composants ou des matières qui elles-mêmes sont en difficulté. Donc nos propres fournisseurs nous rallongent les délais maintenant de 1, voire dans certaines machines qu'on achète qui seront livrées dans 2 ans. Donc forcément les capacités de semi-conducteurs sont elles-mêmes tributaires de nos machines. Donc voilà un peu la situation aujourd'hui. Alors je sais que le tableau est pas très gai quand je vous le dis comme ça, mais 26% d'augmentation en 2021, 16% en 2022, 5% encore prévu en 2023. Vous voyez qu'en termes de capacité, il y a quand même quelque chose qui est en train de s'opérer, qui fait qu'il va y avoir des semi-conducteurs. Il y en a déjà aujourd'hui. On n'a qu'un problème de délai finalement. Cette pénurie, c'est une pénurie du délai. On augmente les délais quand on a besoin de semi-conducteurs. Alors bien sûr, dans l'histoire, il y a eu quelques augmentations de prix. Il faut savoir qu'au niveau des grands constructeurs, les augmentations de prix sont purement liées à soit des marchés qui n'étaient pas profitables, qu'on a remis profitables, il y en a quelques-uns, mais c'est pas la majorité. Et la plus grosse augmentation est plutôt due à pousser un peu l'augmentation de nos propres coûts vers le client final. Donc c'est plutôt ça, et c'est seulement en partie, puisque c'est l'innovation et le changement de mix qui fait le reste de nos augmentations de marge. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'augmentation. Après, il peut y avoir, bien sûr, dans l'intermédiaire de la chaîne de valeur,
quelques abus et quelques personnes qui profitent de la situation. J'ai entendu parler de prix qui étaient x10, x100 même, c'est arrivé, sur certains composants. Mais ça, on va dire que ça devrait être anecdotique, sauf que bien sûr, ça touche les plus petits, et donc forcément, ça peut être aussi les plus fragiles. En termes de visibilité juste sur la France, très rapidement, parce que Axiel, c'est aussi quand même l'acteur français de l'électronique. Juste pour vous dire quoi, en termes d'équipement, de machines de production qu'on fournit pour le secteur, il y a donc une très forte demande et une progression énorme. On est revenu au niveau avant 2018-19, sauf que beaucoup de ventes qui se sont faites en 2021 et début 2022 sont faites sur stock. Donc il y avait beaucoup de stocks qui avaient été créés pendant la crise et ils ont vendu leur stock. Et la demande reste toujours aussi forte. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de stock et il y a de la pénurie et il y a des difficultés logistiques. Donc on pense qu'il va y avoir des difficultés encore dans le futur pour les machines, pour les équipements de mesure, pour les équipements de test. On va avoir des difficultés. Donc on va être mis à mal par ça. Ensuite, au niveau des composants eux-mêmes, donc, comme je l'ai dit, on est tiré énormément par l'industriel, par la transition écologique, par l'automobile et même maintenant par le secteur aéronautique qui redémarre. Et donc on est arrivé au niveau historique les plus hauts puisqu'on a dépassé maintenant tous les niveaux qui ont existé d'avant-crise. Et on pense qu'il va y avoir encore des hausses de prix à venir parce que la chaîne de valeur continue à augmenter, on continue à avoir des difficultés sur certains produits, l'énergie continue à augmenter, donc on s'imagine que les hausses de prix qui ont été modérées par moment pourraient continuer à augmenter. Donc on ne le voit pas à la baisse aujourd'hui, en tout cas à court terme pour 2022 et voire même 2023. On ne voit pas sortir de cette longueur et augmentation des délais en 2023, aujourd'hui. Alors, c'est un monde de semi-conducteurs très cyclique et qui réagit très vite. Donc il y a des endroits où on voit des stocks qui commencent à bien se remplir et on pourrait se dire que ça devrait se calmer, mais la demande aujourd'hui est faramineuse. On a déjà entendu parler de book-to-bill à 2, c'est ce qu'on vit aujourd'hui aussi dans le monde du semi-conducteur. On a des book-to-bill à 2, ce qui s'est jamais vu. Alors ça va très vite, ça peut redescendre très très rapidement en dessous de 1, mais de toute façon même avec des book-to-bill en ce moment à 2, de toute façon il va falloir fournir déjà ça, et ça va mettre encore 6 mois, 1 an et demi à fournir juste la demande actuelle avant qu'on parle même de la demande suivante. Donc voilà un peu la situation telle qu'on la voit aujourd'hui. Alors, Axiel, on a un peu travaillé quand même pour tout ça depuis 2020, où début 2020, on avait un peu tiré la sonnette d'alarme, et il y a quand même des choses qui ont été faites, et en particulier avec le gouvernement. Alors, je pense que pas d'entre vous le savent, mais il y a un comité stratégique de filière pour la filière électronique en France qui a été créé, qui est important, dont Axiel est un des principaux acteurs, qui a aujourd'hui donc une écoute au niveau gouvernement, ministériel très importante, d'où la venue par exemple de M. Macron et de France 2030 sur l'électronique. C'est aussi le travail du CSF qui a été fait depuis quelques années, donc avec la France qui va doter de 17 milliards, enfin plutôt 15,7, j'exagère un peu, 16 milliards, le monde de l'électronique dans les années à venir. Au niveau européen, il faut savoir que ce chiffre, c'est 54 milliards. Il y a 54 milliards qui vont être mis sur la table sur le European Chip Act et dans l'IPCEI pour aider le monde de l'électronique et en particulier les semi-conducteurs en Europe. Alors, Axiel, on a travaillé donc à la création de ce CSF qui a été travaillé. J'ai entendu parler de formation. Il faut savoir que le président d'Axiel est assez rapidement président du CNFM, donc le Centre national de formation en microélectronique. Donc j'ai entendu parler d'Innov Micro par exemple. Voilà, ça c'est quelque chose qui est aussi porté par le CNFM avec beaucoup d'actions pour avoir les ressources dans le futur pour pouvoir avoir cette ambition-là, parce que c'est ça le sujet. On parlait de ressources, il va falloir qu'on forme des jeunes pour pouvoir avoir les ressources pour développer toute cette activité. Pas mal de travail sur la recherche aussi. Je pense que vous êtes tous au courant des multi-chips et ce qui est apporté par je crois que ça s'appelle le CMP, qui permet, et aujourd'hui on est en difficulté pour le maintenir, on va essayer de le maintenir pour pouvoir continuer à apporter ce service extrêmement important en France, en particulier sur la zone iséroise. On a travaillé énormément sur l'attractivité, donc c'est au niveau de l'UIMM, je pense que toutes les régions de l'UIMM travaillent dessus. Moi je vois ce qui se passe sur le 3745 dans ma région de Tours et d'Orléans, et
au niveau de Axial, on a travaillé sur une conférence interactive qui est faite plutôt pour les collégiens, les lycéens, qui s'appelle Smart Electronic. Donc, il suffit que vous alliez sur le site d'Axial et vous verrez, elle est en direct. Et en fait, on déploie ça dans les collèges et les lycées. C'est sous format un peu tuto, un peu YouTube, vraiment ce que les jeunes aiment. Et on leur parle de microélectronique, on leur parle d'électronique. Et on leur dit, voilà, les métiers de l'électronique de demain, ce qu'ils peuvent faire. On essaye d'attirer les jeunes filles, ça c'est important. On essaie d'attirer les gens vers la technique. Donc là, on a travaillé dessus et ça a été un projet qui a été porté par Axial, qui est plutôt pas mal, qu'on va déployer de plus en plus dans l'ensemble des membres d'Axial, et il faut pas hésiter à l'utiliser, c'est gratuit en plus. Et bien sûr, il y a beaucoup de travail aussi sur l'environnement, sur les réglementations européennes, parce que pouvoir développer de l'industrie en France, en Europe, il ne faut pas qu'on soit contraint trop à un point tel qu'on n'arrive plus à faire des produits qu'en Asie. Et aujourd'hui, je vous dirais que pour faire des cartes de circuits imprimés, aujourd'hui, on ne sait plus les faire en Europe parce qu'on est contraint sur de la réglementation. Et donc, on est obligé de les acheter et de les faire en Asie, voire en Afrique du Nord. Et ben, c'est bien dommage. Tout ça parce qu'on sait très bien gérer les sujets difficiles. On a des sites qui sont capables de gérer tout ça. Il faut mettre les bons outils en place. Et aujourd'hui, on est plutôt contraint. Donc, voilà. Donc, on travaille aussi à faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec des directives qui nous mettent des plombs dans l'aile quand le reste du monde arrive à travailler. Donc voilà. Donc à la fois on veut protéger, mais on ne veut pas non plus être contraint dans des mesures extrêmes. Et bien sûr, beaucoup de travail sur la partie supply chain, qui est la partie la plus difficile aujourd'hui, et sur l'international. Et là, on travaille en direct avec le ministère. Il y a en ce moment, hier après-midi et cet après-midi, des travaux au niveau de l'ensemble des ministères des G20, des 20 pays, ministère des Affaires étrangères et ministère de l'économie, qui vont travailler sur le sujet semi-conducteur dans le monde. Voilà. Donc, voilà, c'est des sujets qu'on arrive à porter assez haut, parce que l'ensemble de la supply chain est impacté. Demain, on va travailler sur quoi? Vous en avez parlé un petit peu, l'éco-conception, l'économie circulaire, ça va être des sujets sur lesquels il faut qu'on avance aussi chez Axial et qu'on travaille. Donc voilà comment on essaie de porter la voix et comment on essaie d'aider la situation du moment au niveau d'Axial. Et si vous avez des questions aussi sur ST microélectronique, je me ferai un plaisir d'y répondre si vous avez besoin. Merci beaucoup. Je pense que Fabienne va regarder si on a des questions directes aux intervenants dans la petite boîte de chat. Moi, je vous remercie surtout pour Stéphane Martinez pour votre introduction, et je fais un petit coup de pub pour Fabienne de Thauvin et Paul SCS, puisque le prochain Micro Innovation D3, on l'a intitulé Harvester Sensor Generators Power and Storage Device for Smart Energy and Transport Use Case. Donc, en gros, les marchés du transport et de l'énergie liés aux renouvelables, et avec force semi-conducteurs, Grand Gap, SIC, GaN, et des composants et les composants basés là-dessus. Voilà. Donc, c'est un appel du pied. Et puis, on a même un petit peu réfléchi sur, effectivement, des micro-innovation day futurs, qui traiterait notamment de l'électronique reconfigurable, du recyclage, afin de voir comment on peut pratiquer une électronique durable. J'ai une petite question quand même, un peu de stratégie. Stratégiser le volume de production de cette filière, c'est quand même compliqué. On a vu que c'était assez, vous avez dit que c'était assez complexe, tendu, parce qu'on ne veut pas faire de la surproduction et du stock, un peu en tendu, en flux tendu. Est-ce qu'il ne faudrait pas, vous avez évoqué le comité stratégique de filière électronique, mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire de la stratégie multifilière et stratégiser la demande elle-même? C'est-à-dire par rapport au nouveau marché, les télécoms, la 5G, l'IoT, le smart energy pour les renouvelables, etc., le véhicule autonome, et j'en passe. Et est-ce que c'est pas par ce biais-là qu'on arriverait à, je dirais, à une plus grande cohérence, et puis cette volonté que vous avez évoquée de remettre un peu de souveraineté? Alors oui, c'est des sujets qui se discutent à beaucoup de niveaux. Alors déjà, ils se discutent au niveau européen. Vous savez, dans le Chip Act, il y a plusieurs volets, et un des volets, c'est le supply chain en Europe. Ils envisageaient même dans les discussions de voir ce qu'on pourrait faire pour, en cas de crise, faire en sorte que les livraisons se passent en Europe en premier.
c'est extrêmement compliqué comme sujet. Aujourd'hui, le supply chain de l'électronique, la microélectronique, il est totalement mondial. Aujourd'hui, il vous manque une puce, d'où qu'elle vienne, vous êtes coincé. Et cette puce, elle n'a pas forcément été fabriquée, elle peut pas forcément être fabriquée aujourd'hui en Europe. Aujourd'hui, en France, encore moins, mais même en Europe, on n'a pas 100% des technologies et des puces dont on a besoin sur l'ensemble des produits de à peu près n'importe quelle filière. Que ce soit pour faire un téléphone, une voiture ou un simple objet connecté, il est assez rare qu'on puisse tout avoir en Europe, impossible en France, et donc pas facile aujourd'hui de faire en sorte que ce soit totalement et qu'on casse cette structure qui s'est mise en place, qui a mis 30 ans à se mettre en place comme ça. Donc bien sûr, il y a des envies de le faire, y compris au niveau de l'Europe. On ne le fera pas au niveau de la France, il faut travailler vraiment au niveau européen. Et c'est possible, on peut y arriver, il faut avoir cette ambition-là, mais ça va prendre bien sûr du temps. Au niveau plus national de ce qu'on peut faire là-dessus, il y a aussi des stratégies qui se regardent, et c'est plutôt des stratégies de partenariat. Et là, ce qu'il faut, c'est qu'on fasse du partenariat par filière. Donc, il faut faire du partenariat dans la filière aéronautique, du partenariat dans la filière automobile. Il y a par exemple quelque chose qui a été lancé à la fois avec Stellantis, avec Renault sur des sujets extrêmement importants. Donc ces partenariats-là qui se créent au niveau français ou européen seront demain les acteurs d'une chaîne de valeur qui restera européenne. Elle est extrêmement importante. Par contre, aujourd'hui, on va dire se tirer une balle dans le pied en disant il faut qu'on fasse que pour l'Europe, et donc l'automobile, qui est vraiment le secteur le plus fort en Europe en termes de semi-conducteurs, on n'en vend plus qu'en Europe et on se coupe le reste du marché mondial. Bah non, c'est pas possible. Personne n'ira faire ça. Donc voilà, donc on a vraiment cette difficulté de gérer les deux en même temps, à la fois cette volonté de souveraineté et de ramener en Europe et en France de la production, de la valeur aussi dans la chaîne de valeur, et en même temps de réussir à rester un acteur mondial, parce qu'aujourd'hui ce qui fait que le monde du semi-conducteur arrive à être rentable, c'est parce qu'il est mondial. Et c'est uniquement ça. Il n'y a aucun acteur régional dans le monde du semi-conducteur, parce que faire une usine, ça se fait en milliards, et les milliards qui nécessitent de faire une usine et de mettre certaines technologies dans cette usine-là, c'est forcément des marchés mondiaux, il n'y a pas des volumes d'un point de vue régional. Donc voilà, c'est un sujet pas facile, mais sur lequel on est quand même assez acteur, on travaille. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup avec du bilatéral par filière. C'est-à-dire que la filière électronique rencontre la filière électrique, ce qu'on a fait le mois dernier. La semaine prochaine, on va travailler avec la filière aéronautique, avec le GIFAS, et on a prévu de faire ça à peu près. On travaillait beaucoup déjà avec la PFA sur la filière automobile, et on va continuer à le faire parce que ça aussi, c'est des acteurs relativement importants pour le semi-conducteur en Europe en particulier, parce qu'on est là, tous les acteurs du semi-conducteur européens sont dans les 3 premiers sur les 5 mondiaux pour tout ce qui est automobile, quoi. Donc voilà, donc on a des stratégies effectivement sur lesquelles on travaille beaucoup, avec à la fois une volonté d'augmenter la souveraineté et de fournir aux acteurs européens et français en particulier ce dont ils ont besoin, et en même temps de pas aller faire trop de mal aux acteurs qui survivent ou qui vivent grâce à cette internationalisation qui sont les faits aujourd'hui. On peut pas nier aujourd'hui le monde de l'électronique est un marché mondial qui est géré comme ça, qui a été créé comme ça, qui a été une volonté de toutes les entreprises et des différents gouvernements. On va, je pense, plus aller dans cette direction dans le futur, mais on va pas l'arrêter. On va pas du jour au lendemain dire on fait plus comme ça. Donc voilà, il faut gérer les deux. Donc ça veut dire que ce sera pas du court terme. C'est ça que ça veut dire aussi. Ce sera des choses qui se feront sur le long terme. Il faut composer des actions fortes et des volontés politiques fortes autour de quand même quelques secteurs clés. Hein. Je pense évidemment à aérospace et défense. Au niveau européen, là, je pense sur la 5G aussi, il y a quand même eu un gros effort de structurer une 5G européenne, et puis l'automobile. Tout de même. C'est les 3 filières les plus actives. Je pense qu'il va y avoir
va y avoir une grosse volonté politique sur l'intelligence artificielle et de la cybersécurité, j'insiste sur ces deux sujets-là, mais ça va être vraiment des sujets sur lesquels la France, même directement, doit pouvoir se positionner parce qu'on a beaucoup d'atouts en France pour ça. Et juste parce que c'est une autre paroisse que j'aime bien, qu'est-ce que vous pensez des énergies renouvelables et du smart energy? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut restructurer en Europe? Parce que mes collègues du syndicat des énergies renouvelables, Xavier Daval, a beaucoup insisté aussi sur des problématiques de supply chain, sur le photovoltaïque en particulier aujourd'hui. Est-ce qu'il y a moyen de structurer une filière smart energy? J'ai vu passer qu'il y avait aussi un grand partenariat européen sur l'hydrogène. Bon, il y a peut-être un effet d'aubaine aussi sur l'hydrogène, mais ça me paraît être aussi là un enjeu majeur. Oui, alors, moi je travaille beaucoup avec le pôle de compétitivité S2E2 en Touraine, qui est le Smart Energy, donc ils sont très actifs sur le sujet. Et aujourd'hui, on voit que la filière a cette opportunité-là. En France, en Europe, on va pouvoir travailler énormément sur la puissance, donc sur l'électronique de puissance. On va en particulier développer les technologies de demain sur les matériaux grand gamme, vous en avez parlé. Oui. À Tours, on va avoir une usine de production de GaN, de nitrure de gallium. Alors on a la ligne pilote qui est installée. On va développer dans le futur une usine. Et donc ça, typiquement, ça va être une grande force pour pouvoir justement adresser les énergies renouvelables, mais pas que, parce que ça va être aussi pour l'automobile, bien sûr. Mais on a une vraie opportunité en France d'être un acteur extrêmement important au niveau mondial. On l'est déjà au niveau européen sur le carbure de silicium. Pour en parler directement de ST Microelectronics est le numéro 1 mondial sur le carbure de silicium. On a le même type d'ambition sur le nitrure de gallium dans le futur. Et voilà, et ça se passe en France. Donc on a dans cette filière-là l'opportunité de travailler beaucoup dessus. Il y a déjà eu quelques actions faites, en particulier à Toulouse, où il y a un écosystème plutôt intéressant avec le monde aéronautique et automobile aussi, justement sur l'électronique de puissance. Donc je vous l'ai dit, nous plutôt dans le nord de la France avec la Touraine et la région parisienne pour l'automobile. Et il y a bien sûr ce que vous faites aussi en région PACA et il y aura aussi l'Isère derrière. Il y a beaucoup d'intervenants, mais en tout cas on a quelque chose à jouer en France sur l'électronique de puissance et en particulier avec l'impact que ça aura sur les énergies renouvelables. Oui, vous allez recevoir une invitation dans ce Micro Innovation D3 avec vos collègues d'Hexagan, de Soitec, etc. On va envoyer ça avec Fabienne, ça va pas tarder. Alors, est-ce que je peux prendre juste la main peut-être pour traiter une ou deux questions, si vous voulez bien, parce qu'il est tard et les participants se déconnectent, je ne vous le cache pas. Donc, peut-être qu'on peut traiter une ou deux questions quand même avant de clore, si vous le voulez bien. Alors, une question qui s'adresse peut-être à tous les speakers, finalement. Par rapport à un contrat, par exemple, pour fournir 50 millions d'unités, est-ce que le fournisseur, de par votre expérience, livre la totalité ou bien partiellement ce qui a été demandé? C'est une question très concrète. Je ne sais pas qui veut répondre par son expérience de manière très courte. Aujourd'hui, factuellement, on est sur du partiel. Oui, on est sur du partiel. Bon, et après, alors nous, très factuellement aussi, on a une couverture contractuelle qui est limitée. Donc voilà, mais aujourd'hui, la norme, c'est plutôt les livraisons partielles qu'une livraison complète, quoi. Enfin, en tout cas, de l'expérience que nous on voit. Une question à Charles Palanca, également très concrète. Nous sommes une petite entreprise avec un produit innovant et responsable. Nous sommes bloqués depuis presque un an par l'impossibilité de nous fournir sur certains composants. Quelle est l'assistance ou le conseil que vous pourriez nous donner? Je vous donnerai les coordonnées de cette personne, bien sûr, post-webinaire, mais peut-être une réaction, Charles? En dehors de nous envoyer sa nomenclature et qu'on regarde ce qu'on peut faire pour lui, j'ai pas beaucoup de conseils. C'est-à-dire que on est tous, aujourd'hui, il y a des composants qui sont très très difficiles à trouver. Donc, dans les filières classiques, ce qu'on fait, c'est que nous, on essaie de mettre en place des filières parallèles. Les filières parallèles, eh bien, c'est
En gros, c'est on se débrouille, quoi. Quand on dit on se débrouille, c'est on s'adresse à d'autres acteurs qui ne sont pas des fournisseurs habituels. Ça peut être d'autres industriels et on essaie de trouver des solutions. Il n'y a pas de garantie, mais si aujourd'hui il s'est adressé déjà au travers ne serait-ce qu'au travers du web, à un ensemble de distributeurs pour trouver ses composants et qu'il ne les a pas, parce qu'il y a suffisamment aujourd'hui d'outils sur le web pour trouver les sources d'approvisionnement des composants à travers le monde. Dans ces cas-là, il faut passer par des chemins parallèles et ça dépend des quantités. Voilà, si les quantités sont pas importantes, des fois on arrive à se débrouiller, quoi. Mais c'est vraiment, voilà, c'est simplement des accords que l'on a avec certains industriels où on fait de la bourse, ce dont on discutait tout à l'heure, c'est de la bourse d'échange de composants, quoi. Des D'accord. solutions parallèles en dehors du circuit classique. Je vous donnerai ces coordonnées. Voilà. Alors, Monsieur Martinez, une question pour vous. D'après les informations mentionnées, les prévisions 2022 et 2023 sont à plus 5% en ligne avec l'augmentation de capacité. Est-ce que cela confirme que la tension va perdurer jusqu'en 2024 ou plus encore? Alors, très difficile de répondre à cette question pour 2024. Comme je vous l'ai dit, on voit encore de la tension en 2023. Une fois de plus, le marché des semi-conducteurs est un marché qui se retourne vite. Donc, les prévisionnistes en général sont très bons pour expliquer pourquoi le passé s'est passé et un peu plus difficile d'expliquer ce qui arrive dans le futur. Donc, je pense que la situation géopolitique va beaucoup influencer. Le niveau d'inflation mondiale va beaucoup influencer. Les niveaux de consommation vont beaucoup changer. Ce qui peut se passer au niveau du Covid, en Chine en particulier, peut influencer aussi les consommations en particulier de ce qui se déploie en Chine pour la téléphonie ou l'automobile. Donc tout ça fait que c'est un peu difficile de répondre pour 2024. On commence à être à peu près persuadé qu'on aura les mêmes niveaux de tension en 2023. Franchement, je m'aventurerai pas à parler de 2024. Les analystes financiers qui suivent ces secteurs-là nous disent qu'il y a une crise qui arrive en 2023 déjà. Or, nous, on la voit pas vraiment arriver. Les carnets de commandes sont vraiment pleins et c'est pas du double booking. Hein, c'est pas ça. C'est juste des gens qui ont vraiment besoin et qui ce sont plutôt des délais allongés que vraiment c'est absolument à tout prix d'en avoir de partout. Donc on voit pas ça. Au moins 2023, on pense que ça va encore rester comme ça. Enfin, je peux me tromper. Hein, je me base juste sur ce qui nous est donné par les différentes analystes extérieurs et ce qu'on entend nous en interne dans nos industries. Mais je vois encore l'attention pour 2023. 2024, très honnêtement, impossible à dire. C'est difficile. En tout cas, si la prévision de 2030 de doubler la taille du marché du semi-conducteur s'avère, effectivement, il va quand même falloir faire 10% par an. Avec des capacités qui augmentent de 5%, on aura du mal à y arriver. Donc, effectivement, ça va plutôt être sur la valeur qu'il va falloir travailler, c'est-à-dire augmenter les capacités de 5% et augmenter la valeur de 5% en même temps, parce que les produits qu'on va faire sont des produits à plus forte valeur ajoutée. C'est peut-être ce qui va arriver dans les années à venir. En tout cas, il y a beaucoup d'investissements qui sont là en cours, qui vont arriver, les capacités qui vont se mettre en place en 2023, et on imagine que ça devrait quand même baisser un petit peu la pression fin 2023. Très bien, merci. Une autre question de l'État en région sur une réflexion sur la massification des actions et une meilleure implication des acteurs publics. À quand une réunion thématique en préfecture de région du réseau de l'emploi en région sur la microélectronique? Ce matin, c'est le cas pendant 3 heures sur le sujet des services à la personne. Et la direction en charge n'est pas consciente du tout de ce niveau de tension sur vos métiers. Donc voilà, c'est un appel peut-être pour une meilleure application et peut-être coordination des actions sur la microélectronique. C'est une réflexion, une question. Je ne sais pas si ça vous fait réagir. Ma foi, les acteurs en région microélectronique, on les connaît. Je pense que Fabienne, le pôle SCS, pourrait initier une réunion avec des intervenants clés en région. Hein. On a l'UIMM, on a les porteurs du projet InnoMicro, des campus des métiers, enfin, il n'y a pas de souci. Hein. Je pense que pour interagir mieux avec les services de l'État en région, il n'y a pas de... On l'a eu fait par le passé, donc on ne le referait pas. Ok, j'ai une autre question peut-être pour Charles Palanca.
y a-t-il une pression ou alors une contrainte juridique organisée par l'UIMM? C'est-à-dire que certains en profitent pour augmenter les prix et reporter des commandes ou des livraisons. Oui, je comprends pas bien la question, excusez-moi. Est-ce que l'UIMM a peut-être un pouvoir d'action, Ah oui, de pour pression limiter. juridique? Pardon? Oui, je comprends. Oui, est-ce que lui-même a un pouvoir effectivement pour éviter les dérives? Voilà. Voilà. Non, pas que, enfin, en tout cas, pas que je sache. C'est en définitive, je crois que c'est la meilleure façon aujourd'hui aussi de bien sélectionner ses fournisseurs. Voilà, c'est en général quand on est dans une relation avec ses fournisseurs de confiance, on subit tous des hausses de prix. Il est clair. On pense aussi qu'il y a des hausses de prix qui sont pas forcément justifiées, quoi, et qu'il y a des stocks qui ont été faits par certains. Mais voilà, en tout cas, c'est pas enfin, moi, j'ai pas vu d'acteurs locaux, enfin, d'acteurs nationaux. Voilà, nous, les composants les plus chers, c'est les composants qui sont introuvables, qui sont difficilement sourçables et qu'on source dans le monde entier, en particulier en Asie, puisque c'est 80% effectivement de pièces de fabrique. Et qui sont pris en charge par des distributeurs, mais qui sont pas forcément nationaux, quoi. Et là, effectivement, les prix, l'UMM ne peut rien faire, quoi. C'est pas la vocation de l'UMM. Charles, si je peux me permettre, par rapport à la question précédente, c'est typiquement une action des services de l'État que de mettre un peu d'ordre dans la contrefaçon. On a évoqué la contrefaçon, la spéculation et des pratiques déloyales, de concurrence faussée. Oui, c'est sûr, mais enfin, je vois mal, enfin, pour s'attaquer à ce genre de problème, est-ce que voilà je sais pas si le remède est pas pire que la cause, quoi, en définitive. Ok. Bon, merci beaucoup. Je propose qu'on clôt le webinaire qui a vraiment beaucoup débordé, mais je remercie d'ailleurs tous les participants d'être restés jusqu'à maintenant. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre patience. Et merci beaucoup à Audrey, Bruno, Guillaume, Fabrice, Charles et bien sûr Stéphane Martinez en ligne et Jean-Louis Lazari, bien sûr, pour votre collaboration ce matin, très appréciée. Je vous rappelle que le replay sera disponible dans quelques jours. Et que je partagerai bien sûr les contacts email en tout cas de tous les intervenants aujourd'hui avec les participants. N'oubliez pas de remplir le petit questionnaire et puis passez un bel été. Le prochain WebTech aura lieu, je crois que je l'avais mis le 16 septembre. Ce sera sur la cybersécurité, les solutions innovantes autour de la cybersécurité. Ce sont des technologies qui évoluent et il est bon de savoir dans quel sens elles évoluent, pour quelle protection et quel renforcement de la sécurité. Ce sera avec Secure et Moabi, donc 2 startups innovantes de SCS. Et puis ensuite, comme Jean-Louis l'a dit, nous organisons un Micro Innovation Day 3 sur une thématique, donc low power notamment, Energy Harvesting, sur Aix-Marseille, le 18 octobre, je crois, en présentiel. Donc, merci à tous, merci Jean-Louis, et puis à bientôt. À bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci, bonne Merci journée. à tous. Au revoir. Au revoir.